Bonjour à vous tous et toutes. Monsieur Olivier Renaud, chargé de projet agriculture et forêt à l'Agence régionale de la biodiversité, va nous parler aujourd'hui de la biodiversité. Je vous donne la parole, monsieur. Oui, merci beaucoup. Donc, le temps que le diaporama se lance, puisque visiblement, il n'a pas envie de se lancer. Donc, effectivement, on travaille à l'Agence régionale de la biodiversité sur les questions d'agriculture et de forêt. Donc, l'Agence régionale de la biodiversité, c'est alors là, c'est notre organe de discussion interne. Donc, c'est... Ah, ben voilà. Non, toujours pas. Si, ça y est, non. Voilà. Donc, l'Agence régionale de la biodiversité, nous, on a 4 missions. La première, c'est la connaissance de la biodiversité. Donc, on est pour ça, on est en charge de la base de données naturaliste Géonature Île-de-France, que vous connaissez peut-être si vous êtes naturaliste, c'est-à-dire si vous saisissez des données sur la faune et la flore. On organise donc des rencontres entre les naturalistes franciliens, donc les rencontres naturalistes qui ont lieu au mois de décembre, et puis les inventaires éclairs qui ont lieu plutôt au mois de juin, où là, en fait, on regarde les communes d'Île-de-France sur lesquelles il y a très peu de données sur la faune et la flore. Et en fait, on mobilise notre réseau de naturalistes pour aller collecter des données sur ces communes-là. Donc chaque année, ça tourne dans les différents départements d'Île-de-France. Donc ça, c'est la partie connaissance. On a une partie études où là, on met en œuvre des études sur la biodiversité en Île-de-France. Et notamment sur la biodiversité et l'interaction avec les êtres humains. Donc là, par exemple, une étude qui est en train de se terminer, c'est l'étude Cimetière vivant, où on regarde comment la gestion des cimetières, la gestion des espaces verts des cimetières influe sur la biodiversité présente dans les cimetières, et est-ce que les cimetières peuvent avoir un intérêt pour la préservation de la biodiversité en ville. Retenez ces questions-là parce qu'en fait, je vais en reparler plus tard sur la manière dont on peut préserver la biodiversité en ville. Donc, ce sera la dernière partie de l'exposé. On a aussi fait une étude sur les toitures végétalisées, sur comment est-ce que les toits végétalisés peuvent contribuer aussi à la biodiversité en ville. Et en ce qui me concerne, là, j'ai rédigé un guide sur l'agriculture et la biodiversité pour voir comment les pratiques agricoles peuvent nous permettre de préserver la biodiversité et d'utiliser la biodiversité gratuitement. Je vais en parler un petit peu. Donc ça, c'est la partie études. On a une partie accompagnement des acteurs, où là, on accompagne directement les collectivités locales que sont les communes, les communautés de communes, les départements, la région, pour le développement de la biodiversité sur leur territoire. Donc là, par exemple, ils répondent à des appels à projets, par exemple des financements, et nous, on est là techniquement pour leur dire, voilà, ce que vous pourriez faire à tel endroit, etc. Donc, j'en dis pas plus. Et puis, la dernière partie, le dernier volet, c'est la sensibilisation, la pédagogie. Donc, par exemple, ce que je fais aujourd'hui, mais aussi on organise des conférences grand public, et puis on organise aussi des formations pour différents types d'acteurs. Voilà. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à m'interrompre. Ça peut être totalement interactif. Donc là, je vous présente le plan de la présentation. Donc on m'avait demandé de faire une conférence sur qu'est-ce que c'est la biodiversité, pourquoi c'est important de la préserver. Qu'est-ce que c'est la biodiversité? État de santé de la biodiversité, ce sera la première partie. Et puis la deuxième partie, c'est comment préserver, comment agir. Donc la biodiversité et les services écosystémiques, est-ce que vous avez déjà entendu parler de ces termes-là? Ça vous parle? Biodiversité, tout le monde a une idée de ce que c'est? OK. Services écosystémiques aussi? Impeccable, ça va aller vite. Donc la biodiversité, un petit dessin très rapide, la diversité des milieux naturels, la diversité des espèces, et puis la diversité
génétique à l'intérieur des espèces. Est-ce que c'est tout? Ouais, c'est bon. On peut approfondir un peu, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Donc, n'hésitez pas, hein, comme je le disais, si c'est pas clair. Donc, en fait, là, il y a 3 niveaux de biodiversité. Donc, la diversité des milieux naturels, par exemple les forêts, les milieux humides, les rivières, les champs, les prairies, etc. Donc, ça, c'est le premier niveau. À l'intérieur de ce niveau-là, il y a la diversité de toutes les espèces vivantes qui peuplent ces niveaux. Donc, en fait, le chêne, l'abeille domestique, le papillon demi-deuil, ça, c'est la diversité des espèces. Ça fait aussi partie de la biodiversité. Et à l'intérieur de chaque espèce, il y a une diversité génétique, une diversité qui fait que chaque individu est différent. Là, par exemple, il n'y en a aucun d'entre nous qui se ressemble. Et donc, la diversité génétique, ça va être par exemple la diversité au sein de l'espèce vache. Il y a différentes races de vaches. À l'intérieur de l'espèce blé, il y a différentes variétés de blé. Donc, en fait, la diversité, c'est ça. C'est la diversité du vivant à tous les niveaux, au niveau des écosystèmes, les milieux, des espèces et des gènes. Et la question, puisque là, il y a tout un tas de personnes qui disaient « Oui, nous, on connaît ce que c'est la biodiversité. Est-ce que j'ai donné toute la définition ?» Oui, ça vous va? Eh bien non, parce qu'en fait, la diversité, c'est aussi la diversité des interactions entre ces espèces. Là, par exemple, c'est la modélisation d'une ferme au Royaume-Uni. Et en fait, ce que ça vous montre, c'est envers les espèces végétales. Ici, vous avez les pollinisateurs en jaune, donc en jaune et orange. Vous avez ici des ravageurs, donc des pucerons, etc. Vous avez des parasitoïdes, je vais en parler après. Des insectes qui mangent des graines, les rongeurs, les parasites des rongeurs, ici les puces. Donc en fait, à l'intérieur de cet écosystème ferme, alors, ils ont identifié les chercheurs, là, donc c'est un article de 2012, donc à chaque fois je vous mets la référence de tout ce que je vous raconte. Donc ces chercheurs, ils ont identifié 1500 interactions entre 560 espèces animales et végétales. Donc en fait, vous voyez que la diversité, c'est aussi la diversité des interactions de concurrence, de prédation, de compétition, de symbiose, etc. Donc ça, c'est la diversité, c'est finalement ça, la diversité du vivant, les 3 niveaux dont j'ai parlé et toutes les interactions entre ces niveaux. Alors la diversité en Île-de-France, on la connaît à peu près. Vous voyez, par exemple, on sait dire, voilà, on a 1459 espèces de plantes vasculaires, c'est les plantes à fleurs. On a 56 espèces de mammifères, dont 20 espèces de chauves-souris. Vous voyez, on connaît les oiseaux, le nombre d'espèces de libellules, de papillons, de reptiles, d'amphibiens. Alors par contre, il y a certaines espèces, on ne sait pas exactement combien on en a. Par exemple, c'est les coléoptères. Coléoptères, on dit, il y en a en gros plusieurs milliers. Et en fait, plusieurs milliers, on ne sait pas du tout combien ça fait, parce que donc, même en Île-de-France, qui est quand même un secteur qui est relativement plus connu que la forêt amazonienne, par exemple, on est incapable de dire combien on a d'espèces de coléoptères. Alors les coléoptères, c'est la famille des coccinelles, des scarabées, des bousiers, des cétoines, etc. Donc voilà, par exemple, ça on sait pas. Alors ça c'est un livre, un bouquin qui est pas un guide de la chaux là, qui est paru il y a quelques années, pas très longtemps, qui identifie 500 espèces qu'on peut reconnaître facilement sans se tromper. Alors comment est-ce qu'on connaît la biodiversité? Comment est-ce qu'on peut la connaître, la mesurer et ensuite mesurer son état de santé, comme je l'ai dit tout à l'heure? Il y a des protocoles qu'on appelle des protocoles de sciences citoyennes ou sciences participatives. Est-ce que vous en connaissez? Non. En fait, le plus célèbre, c'est le stock. Donc, le stock, c'est le suivi temporel des oiseaux communs. En fait, c'est donc les protocoles de sciences participatives, comment ça fonctionne? Ce sont des protocoles qui sont standardisés, qui sont scientifiques, mais qui sont ouverts au grand public.
C'est-à-dire que les gens qui connaissent les oiseaux, les fleurs, les papillons, peuvent se lancer dans ces protocoles-là, qui sont pilotés en général par des scientifiques. Souvent, les protocoles qui sont là, il y en a beaucoup qui sont pilotés par le Muséum national d'histoire naturelle. Et c'est très intéressant pour les scientifiques d'avoir des milliers de personnes qui collectent des données protocolées, parce que eux, ça leur fait beaucoup de données à analyser et ça leur permet de mesurer des choses très fines. Par exemple, de dire sur les papillons, la gestion, alors il y a le protocole par exemple de l'Observatoire des papillons de jardin qui est là, ça c'est le protocole grand public. Donc si vous avez des papillons dans vos jardins et que ça vous intéresse, il y a quelques papillons qu'on peut reconnaître facilement, donc ils vous donnent tous les outils. Et puis, ça leur permet de dire, ben voilà, la gestion d'un jardin, si on met des pesticides, si on a beaucoup d'arbres, si on tond souvent, quel type de haies on a autour, si le jardin il est plutôt vraiment en ville, en banlieue, en milieu rural, tout ça, ça va avoir une influence sur la biodiversité et de ces espèces. Donc voilà, il y a tout un tas de protocoles comme ça qui permet d'alimenter la science, dans ce qu'on appelle des sciences citoyennes. Donc, vous voyez, il y en a pour tous les goûts, hein, les papillons, les bourdons. Alors, le SPIPOL, ça, c'est un protocole qui marche super bien. SPIPOL, ça veut dire suivi photographique des insectes pollinisateurs. En fait, l'idée, c'est de prendre une fleur n'importe où, dans un jardin public, dans son jardin, sur son balcon, de rester 20 minutes dessus et de photographier tout ce qui se pose dessus pendant 20 minutes. Donc, je disais, c'est standardisé, c'est 20 minutes. On ne reste pas plus de 20 minutes. Et si on a beaucoup de trucs qui se posent, bah, tant pis, au bout de 20 minutes, on s'arrête. Et ensuite, on détermine ce qu'il y a. Et donc, c'est pareil, en fonction de l'environnement de la fleur, de savoir si on est dans un parc public, en zone rurale, à côté d'une forêt, etc., on va pouvoir avoir des informations sur les espèces de pollinisateurs qui se posent sur cette fleur. Oui? Pardon? Oui, oui, c'est vraiment assez. Et pour vous donner un exemple, le STOF, là, ça date de 1989. Donc, c'est 2 sessions dans l'année de 5 minutes, dans un carré. Et en fait, en 5 minutes, vous avez une idée de... Alors, souvent, c'est pour toutes ces espèces quasiment, ce sont des espèces communes. Ça permet de mesurer la biodiversité commune. Tout ce qui est espèces rares, ils ne vont pas tomber dans ces protocoles-là. Mais en fait, comme les espèces communes, c'est la plupart des espèces qui nous entourent, finalement, quand on a une info sur les espèces communes, en gros, on a une information sur la biodiversité. Après, il y a d'autres protocoles qui permettent de regarder ce qui se passe pour les espèces rares ou patrimoniales. Je vais en parler juste après. Les services écosystémiques. Alors, les services écosystémiques, ça c'est un concept qui date de 2005. C'est l'ONU qui avait commandé une évaluation des écosystèmes pour le millénaire. Donc, c'est 1300 experts qui se sont penchés sur les services qui sont offerts par la biodiversité, par le vivant, aux êtres humains. Et en fait, ces services, entre guillemets, je dis entre guillemets parce que cette idée de service, il y a beaucoup de personnes, on est nombreux à pas trop aimer ce concept de service écosystémique qui sous-tend que le vivant, la biodiversité est au service des êtres humains. Bon, on n'aime pas trop ça, mais en réalité, c'est quand même intéressant parce que ça permet de donner des arguments pour défendre cette biodiversité. En disant aux gens, bah oui, ça nous offre des services. Dans ces cas-là, les gens ils seront plus enclins à préserver la biodiversité. Donc, je disais, il y a 4 catégories. Les services d'approvisionnement, donc services qui nous permettent d'avoir notre eau potable, la nourriture, des médicaments, de quoi se vêtir, hein, le coton, la laine, de quoi, par exemple, se chauffer, le bois, etc. Donc ça, c'est les services d'approvisionnement. Alors, il y a les gros services de support, c'est les grands cycles biogéochimiques, donc le cycle de l'azote, le cycle du carbone, la photosynthèse, vous voyez, la formation des sols, etc. Ça, à notre niveau, on ne le voit pas trop. Les services de régulation, alors ça, je vais en parler aussi tout à l'heure, services de régulation des crues,
services de régulation des épidémies, on a la pollinisation dans ces services de régulation, les services de recyclage de l'eau, de l'air, etc. Et puis la dernière catégorie de services, c'est souvent celle à laquelle on pense le moins, c'est les services culturels. Alors c'est simplement la capacité qu'on a de se promener en nature, de se ressourcer en nature. Il y a tout ce qui est aussi chasse, pêche, cueillette, le fait de faire du vélo, du VTT dans les forêts, etc. Ça, c'est les services culturels. Donc tout ce qui est donc services récréatifs, la spiritualité, education, c'est le fait par exemple de tout ce que je disais juste avant, c'est-à-dire le fait de regarder, d'observer les oiseaux, les papillons, etc. Donc ça, c'est des services qui sont produits par les écosystèmes. Alors, un exemple de service de régulation et d'approvisionnement en agriculture, parce que je disais que moi je travaille sur les questions agricoles, les pollinisateurs, les prédateurs des ravageurs. Là, vous avez une coccinelle qui est en train de grignoter des pucerons. Et en fait, comme elle est maligne, la coccinelle, elle a pondu ses œufs à l'endroit du garde-manger. Et puis, il y a les ingénieurs du sol qui vont, eux, avoir un intérêt pour l'agriculteur aussi, parce qu'ils vont permettre de créer du sol, de recycler le sol, de recycler la matière organique, de le rendre plus fertile et de le rendre aussi plus poreux pour conserver l'eau de pluie. Sur les pollinisateurs, souvent on pense à l'abeille domestique, mais en réalité, alors je parlais des programmes de sciences participatives, le SPIPOL tout à l'heure, donc le suivi photographique des insectes pollinisateurs, sur la base de à peu près 500 000 photos, on est capable de dire que oui, l'abeille c'est un pollinisateur, mais c'est pas le seul, loin de là, puisque vous voyez qu'il y a un tiers des pollinisateurs qui sont la famille des abeilles et des bourdons et des guêpes, les hyménoptères. Il y a un tiers qui est la famille des diptères, c'est la famille des mouches et des moustiques. Au passage, le moustique que tout le monde critique, en fait, le mâle, c'est un pollinisateur. Donc, vous voyez qu'on en a besoin des moustiques. Souvent, on dit, oh là là, si le moustique pouvait être éradiqué, non, on en a besoin. Donc, un tiers de moustiques, mouches, et donc, quand je parle des mouches, par exemple, je parle de cette mouche-là, ou de cette mouche-là. Peut-être vous pensiez que c'était une guêpe ou une abeille. En réalité, vous voyez que, bon, alors là, on ne le voit pas très bien, mais en fait, les abeilles, elles ont 4 ailes. Les mouches et donc les cirphes, cette espèce-là, ils ont 2 ailes. Donc c'est comme ça qu'on reconnaît les cirphes. Vous voyez, c'est ces petites bêtes-là, vous voyez, qui sont capables de faire des trucs comme ça en stationnaire. Ça, c'est des super pollinisateurs. Ils font pas que ça, vous allez le voir juste après. Donc en fait, ils se déguisent en guêpes, probablement pour tromper leurs prédateurs. Souvent, hein, quand c'est jaune et noir dans la nature, ça veut dire attention, c'est pas très bon. C'est un peu comme les symboles nucléaires là chez nous. Jaune et noir en général, ça veut dire quelque chose. Donc il y a un coléoptère par exemple, la lepture tachetée là, qui c'est pareil, qui a adopté cette livrée jaune et noir. Alors, je parlais de coléoptères. Effectivement, le dernier tiers des pollinisateurs, il y a des coléoptères, celle-ci, des lépidoptères, en gros c'est les papillons, les hémiptères c'est les punaises. Les orthoptères, c'est les criquets, grillons, sauterelles, et les araignées. Donc, il y a aussi des araignées qui pollinisent. Donc, pour ceux qui n'aiment pas les araignées, vous pouvez leur dire que, en fait, il y en a qui sont très mignons et qui pollinisent les fleurs. Voilà sur les pollinisateurs. Alors non, je n'ai pas tout fini parce que, regardez, il y a quand même, c'est important parce qu'il y a quand même 3/4 des cultures mondiales qui sont pollinisées par les insectes. On va en reparler aussi. Et puis, vous voyez qu'il y a une étude là qui montre que l'apport des pollinisateurs aux principales cultures mondiales, alors c'est une étude qui était faite en 2005, publiée en 2009, c'est environ 9,5% de la valeur de la production alimentaire mondiale. Donc si ces pollinisateurs disparaissent, déjà on perd 3/4 de nos fruits et légumes, et puis aussi une grosse perte économique. Deuxième exemple, les prédateurs de ravageurs. Donc, on a parlé des cirphes. Donc, ça, c'est la larve de cirphe, beaucoup moins sexy que l'adulte. Hein, et ça, c'est la larve de coccinelle. Pareil, qui est moins mignonne que l'adulte. Par contre, tous les deux, c'est des redoutables prédateurs de pucerons.
Bon, voilà. Alors après, il y a des chrysopes là, qui mangent des œufs, des larves et des adultes de ravageurs. Donc les ravageurs, en fait, c'est des espèces d'insectes ou d'autres qui ont un impact négatif sur les cultures. On appelle ça les ravageurs. Et en fait, ça, c'est les prédateurs de ravageurs. Donc c'est eux qui vont remplacer les insecticides, par exemple. Donc, alors il y a des insectes, il y a par exemple les parasitoïdes, comme cette guêpe-là. Alors cette guêpe-là, ce qu'elle fait, c'est qu'elle pond à l'intérieur des pucerons. Et puis ces œufs, ils se développent à l'intérieur du puceron, ils le mangent de l'intérieur, et au moment où ils deviennent adultes, et ben hop, ils sortent, et puis, vous avez vu le film Alien? C'est le même genre de truc. Voilà. Après, il y a d'autres, alors donc les lézards, les crapauds qui mangent aussi des insectes ou des mollusques, des escargots, des limaces, etc. Ici, où il y a un moyen-duc qui rapporte une souris à ses petits, les renards qui sont capables de manger 3000 à 6000 rongeurs par an, et puis les chauves-souris, les pipistrelles. Là, la pipistrelle, c'est la petite chauve-souris qui tourne autour des lampadaires, là, souvent, on la voit la nuit. Ben, celle-ci, elle est capable de manger 600 moustiques par nuit. Donc, on aime bien les moustiques parce qu'ils pollinisent, mais on aime bien aussi les pipistrelles parce qu'elles mangent les moustiques. Voilà. La dernière catégorie que j'ai présentée tout à l'heure, les ingénieurs des sols. Donc, je vous ai parlé des vers de terre, mais il y a aussi les cloportes, par exemple, les mille-pattes, les bousiers qui recyclent la matière fécale, les colomboles, et puis les acariens, et puis super important, les bactéries et les champignons. Donc ça, c'est un champignon. Donc le champignon, c'est pas juste le truc qui sort du sol. Le champignon, c'est des kilomètres de mycélium, donc des kilomètres de filaments comme ça qui sont dans le sol et qui sont associés en général aux plantes. Donc voilà, par exemple, des exemples de services de régulation et d'approvisionnement. Vous pouvez nous expliquer un peu plus comment ça marche, la construction, pourquoi elle s'appelle ingénieur des sols? Oui, alors pourquoi? Parce qu'en fait, comme c'est écrit là, par exemple, les cloportes et les mille-pattes, les myriapodes, eux, ils vont recycler les feuilles mortes ou les cadavres d'animaux, etc. Donc en fait, ils vont les découper en tout petits morceaux. Et puis ensuite, donc, ils vont les rendre disponibles pour les vers de terre, qui vont les découper encore en tout plus petits morceaux. Et puis petit à petit, donc ce qui était des branches mortes, des feuilles, des animaux morts, ça va redevenir des molécules qui sont assimilables par les plantes. Donc en fait, ils vont de cette manière pouvoir permettre aux plantes, parce qu'en fait les plantes, elles font de la photosynthèse avec la lumière du soleil et l'eau, mais elles ont aussi besoin de sels minéraux, etc., qu'ils vont retrouver dans le sol. Et ces sels minéraux, ils sont petit à petit dégradés, enfin en tout cas, ils sont produits par ce processus de dégradation, par ces animaux-là, et par ces animaux-là qui sont vraiment, enfin ces animaux, les bactéries et les champignons, qui ne sont pas des animaux, mais qui vont vraiment là, les rendre vraiment disponibles pour les plantes, et à tel point que 85% des plantes font des symbioses avec les champignons. On appelle ça des mycorhizes. Myco, c'est champignons, rhizes, c'est racines. Donc en fait, 85% sont capables de faire des associations avec des champignons. Donc les plantes, elles donnent du sucre, parce qu'elles produisent du sucre par la photosynthèse, aux champignons. Et le champignon, il va chercher l'eau, les éléments nutritifs du sol, qui donnent à la plante. On appelle une symbiose. Donc voilà pourquoi ceux-là, c'est les ingénieurs du sol, ce qui crée du sol, et ils facilitent l'assimilation par les plantes. Alors, hop, je me mets un petit timer quand même pour voir où on est. Un autre exemple de service écosystémique, j'ai parlé des services culturels tout à l'heure. Alors ça, c'est une étude qui a été réalisée sur 400 000 dossiers médicaux aux Pays-Bas et qui vous montre l'effet, la prévalence, donc l'apparition dans la population de certaines maladies. On trouve, alors c'est des maladies cardiovasculaires, troubles musculo-squelettiques, troubles mentaux, appareils respiratoires, neurologiques, digestifs, selon que vous soyez dans un environnement avec 10% d'espace vert ou 90% d'espace vert. Alors, on n'a pas le temps de tout regarder, mais faites-moi confiance.
en général, enfin, à tous les coups, quand vous avez 90% d'espace vert autour de chez vous, vous avez moins de risques de développer l'ensemble de ces maladies. En gros, la nature nous fait du bien. Et ça, c'est aussi une autre étude qui montre que, par exemple, la relation entre le pourcentage d'espace vert dans un environnement proche et l'état de santé général ressenti, donc qui est juste une relation qui est positive, c'est-à-dire les gens qui habitent dans un endroit où il y a de la nature, des espaces naturels, vont se sentir mieux. Et en fait, ce ressenti, il est durable. Et en fait, il est même plus durable, c'est un autre article qui le montre, que le fait d'avoir une promotion, une augmentation, un mariage ou un gain à la loterie. 40 000 personnes interrogées, c'est du sérieux. Alors, l'état de santé de la biodiversité en Île-de-France, est-ce que vous connaissez l'IPBES? Qui connaît l'IPBES? Ok. L'IPBES, qui connaît le GIEC? Ok. Ben, l'IPBES, c'est le GIEC de la biodiversité, personne ne le connaît. C'est dommage. Alors, il est plus récent, c'est pour ça. Donc, c'est la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques, l'IPBES. Et en fait, l'IPBES, comme le GIEC, donc c'est un groupe international de chercheurs, de plusieurs centaines de chercheurs, qui font des études, notamment une étude qui est parue en 2019, dont vous avez sûrement entendu parler. Une espèce sur 8, animal, végétal, risque de disparaître à brève échéance. Ça, c'est paru il y a quelques années, bah oui, 2019. Ça, c'est un des résultats de l'IPBES. Et ils ont hiérarchisé l'impact de... Alors, à chaque fois, c'est les activités anthropiques, hein, c'est-à-dire les activités humaines, qui font du mal à la biodiversité. Et en fait, ce qu'ils ont montré, c'est ils ont hiérarchisé les différentes causes. Donc, vous avez le changement d'utilisation des terres et des mers. Par exemple, le fait de construire une ville sur un espace naturel. J'exagère, hein, en général, on ne construit pas des villes, mais par exemple, un entrepôt Amazon, on peut. L'exploitation directe, donc tout ce qui est surpêche, donc ça, c'est vraiment la pêche. La chasse, dans certains, chez nous, c'est pas trop le cas. Les changements climatiques, les pollutions et les espèces exotiques envahissantes. Et vous voyez qu'en gros, c'est avant tout le changement d'utilisation. Alors ça, c'est en milieu terrestre, en milieu d'eau douce, en milieu marin. Ça change un petit peu. En milieu terrestre et eau douce, c'est surtout le changement d'utilisation des terres, donc la fragmentation des paysages par les routes, la destruction des milieux naturels, etc. En mer, ça va plutôt être la surpêche. Ça, c'est un autre article qui est sorti, c'était en 2017. Alors moi, j'aime bien cet article-là parce que c'était un article sur la distribution de la biomasse, donc la masse de tous les êtres vivants sur Terre. Et dans les annexes de cet article, il y avait ce petit histogramme là, qui vous montre les mammifères sauvages il y a 100 000 ans. Les mammifères sauvages, c'est le rouge. Aujourd'hui, le bétail et les humains en termes de biomasse. Ça vous montre l'impact de l'humanité sur la biosphère. Et puis, je vous en remets une petite couche avec cet autre article qui est paru il y a quelques années aussi, je crois 2020, si je ne me trompe pas, oui, 2020, et qui vous montre l'augmentation de tout ce qui est produit par les humains. Par exemple, les métaux, l'asphalte, les briques, les agrégats, les ciments, le ciment, etc. Et en fait, en 2020, l'ensemble des productions humaines a dépassé le poids de toutes les espèces animales et végétales sur Terre. Voilà. Bon, l'artificialisation des espaces, je vais peut-être pas, je vais sauter celle-là. Ça, c'est aussi la même. Donc là, c'était dans le monde, là, c'est en France. Donc, vous voyez, la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers totale entre 2009 et 2017, ça vous montre les endroits où ça construit beaucoup. Donc, à Paris, vous voyez, ça ne construit pas beaucoup parce que c'est déjà tout construit. Mais il y a quand même des secteurs, vous voyez, où il y a quand même des secteurs où il y a énormément de destruction de milieux naturels. Alors, je vous parle de ça parce que vous vous rappelez, c'est la première cause
d'extinction de la biodiversité. Hein. C'est pour ça que je vous montre ces schémas-là, enfin ces cartes et ces graphiques. Donc, vous voyez la consommation, où elle se trouve, et puis la manière dont elle s'échelonne au cours du temps. Donc, vous voyez que bon, ça a quand même tendance à diminuer, mais c'est quand même beaucoup. C'est quand même beaucoup. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on construit 3 fois plus de logements que la croissance de la population française. Ça, c'est un rapport de France Stratégie. Donc on se dit, bah ouais, c'est un peu bizarre cette histoire. Ça construit 3 fois plus vite. Bon, après, il y a des choses qui s'expliquent, hein, les familles recomposées, des choses comme ça. Mais en fait, oui, il y a quand même. Alors ça, c'est pour l'Île-de-France. Vous voyez, alors à droite, c'est pareil, c'est le même graphique que tout à l'heure, mais appliqué à l'Île-de-France. Donc, vous voyez, la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers entre 1982 et 2017. Donc, en gros, ça décline hein, quand même, mais il y a quand même une consommation qui s'opère. Donc, 590 hectares par an. Je ne me souviens plus combien ça fait de terrain de foot, mais ça fait beaucoup. Et puis, là, ça vous donne dans quel sens ça a tendance à s'opérer. Alors, vous allez voir, je vais vous expliquer. Donc ça, on est en 82. Là, on est en 2017. Eh bien, vous voyez que les espaces agricoles, il y en a, ils sont devenus, bon, certains sont devenus 62 hectares, c'est pas beaucoup, des espaces naturels, mais la plupart des espaces agricoles, ils sont devenus soit des espaces artificialisés, par exemple des parcs, des jardins, des terrains de sport, ou carrément bâtis. Donc en fait, les espaces agricoles, ils ont perdu 1622 hectares au profit d'espaces artificialisés. Donc en fait, vous voyez qu'on construit beaucoup aussi sur les espaces agricoles. Alors les espaces naturels, bah, c'est pareil, ils ont perdu, hop, en général, ça ne se passe pas comme ça, donc ils ont mangé de l'espace. Il y a un peu de déprise agricole, mais les espaces naturels ont aussi conduit à de l'artificialisation. Donc en fait, si on regarde, vous voyez que en gros, les flux, ils s'opèrent des espaces agricoles vers les espaces bâtis, en gros, et un petit peu vers les espaces naturels, vers les espaces artificialisés. Et puis les parcs et jardins, etc., qui sont aussi un petit peu, qui alimentent un petit peu aussi les espaces bâtis. Tout à l'heure, j'ai parlé du stock, le suivi temporel des oiseaux communs. Ben voilà, vous voyez, un des résultats du stock là, de 2020, si je ne me trompe pas, ou 2019, je crois, c'est sorti celui-là. Voilà, ça vous indique l'évolution des populations d'oiseaux communs. J'ai dit que c'était des oiseaux communs. L'évolution des populations d'oiseaux communs au fil du temps, depuis la mise en place de ce protocole de suivi en 1989. Et donc là, ils ont regardé les oiseaux qui sont spécialistes des milieux agricoles, les oiseaux qui sont spécialistes des milieux forestiers, les oiseaux qui sont spécialistes des milieux urbains, et puis les généralistes, c'est-à-dire les oiseaux qu'on va retrouver en milieu agricole, forestier et urbain. Donc vous voyez que les oiseaux qui sont le plus en déclin, c'est ceux des milieux agricoles. Ceux des milieux forestiers sont pas mal non plus. Ceux des milieux urbains, bon, ils sont pas non plus, ils sont en déclin, mais pas trop. Par contre, ceux qui augmentent, c'est les oiseaux qui sont généralistes, qu'on va retrouver partout. Qu'est-ce que ça veut dire, ce graphique? Ça veut dire que si vous êtes, par exemple, en milieu agricole, vous dites, bah, moi, je vois toujours autant d'oiseaux. Oui, vous voyez toujours autant d'oiseaux, mais ce n'est pas les mêmes espèces. C'est-à-dire que ça va être les généralistes qu'on va retrouver partout, qui vont remplacer les spécialistes des milieux agricoles. Ça, c'est au niveau national. Et nous, à l'Agence régionale de la biodiversité, on fait des listes rouges, je vais en parler après. Les listes rouges des oiseaux communs montrent qu'on a perdu 44% des oiseaux agricoles entre 2004 et 2017. Pour la flore, 16% donc flore des milieux agricoles entre 2009 et 2015. Et les papillons des milieux agricoles, on perd aussi des papillons en milieu agricole. Et ça, c'est un article qui est paru cette année, donc, qui montre que, alors ça, c'est en Europe. C'est en Europe, alors si je ne me trompe pas, voilà, c'est 37 ans, 170 espèces qui ont été étudiées dans 28 pays sur plus de 20 000 sites. Donc c'est quand même quelque chose d'assez lourd, qui montre qu'on a perdu un quart des oiseaux d'Europe en 37 ans et 56% des oiseaux spécialistes des milieux agricoles sur la même période.
Donc ça, c'est pareil, ça avait fait un petit peu de buzz au printemps. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, ça, aux infos, ils en avaient parlé beaucoup. Alors, ça marche pour les oiseaux, mais ça marche aussi pour les insectes, puisque vous avez cet article de 2017 qui montre qu'en 30 ans, on a perdu 80% des insectes en Europe. Alors, je vois, vous prenez des photos, je vous passerai le diaporama si vous voulez. Ouais, pas de problème. Ok, et donc notre Académie des sciences qui nous dit, ben voilà, oui, effectivement, sur les insectes, il est urgent d'agir. Ils ont sorti donc un rapport qui montre en fait qu'il y a quatre causes principales du déclin des insectes en France. Alors, la conversion des milieux terrestres, c'est pas une surprise, puisqu'on en a parlé. La suppression, la fragmentation des forêts naturelles, zones humides et milieux herbacés, ben, tout ça, ça fait partie de la modification des territoires. Et puis l'usage croissant et non ciblé des pesticides à haute toxicité, et notamment les néonicotinoïdes. Vous en avez peut-être entendu parler aussi des néonicotinoïdes. Ben, c'est des insecticides qui sont... alors en fait, on les met, ils sont dans la graine carrément. On appelle ça systémique, parce qu'en fait, donc l'insecticide, il enrobe la graine. Et donc, quand la graine pousse, donc le blé, etc., en fait, la plante, elle est totalement toxique toute seule. Il n'y a pas besoin de pulvériser des insecticides dessus. Donc, évidemment, c'est pas très bon, parce que c'est pas bon pour les insectes. Donc, première cause de ces insecticides. Et puis la deuxième cause, donc la dégradation des territoires. Donc là, vous avez un paysage agricole du sud d'Île-de-France. Et ce n'est pas un désert, c'est un paysage qu'on a dans le sud de l'Île-de-France. Et vous voyez qu'en fait, tout a disparu. Les haies, les bosquets, les petits boisements, les mares, les fossés, etc. Il ne reste plus rien. Donc forcément, quand vous êtes un oiseau et que vous avez forcément besoin d'insectes pour nourrir vos petits, les insecticides, plus d'insectes, et puis aller trouver des insectes là-dedans. Donc en fait, voilà, le déclin des insectes, le déclin des oiseaux en milieu agricole s'explique par ces facteurs-là. Alors, il faut savoir que dans certains pays, notamment au Sichuan, donc en Chine, dans la province des Sichuan, ils ont tellement plus d'abeilles qu'en fait, ils pollinisent à la main. Vous voyez, ils ont une sorte de petite fiole là, avec du pollen, et puis un petit coton-tige, là, et puis ils font comme ça sur les fruitiers. Donc ils embauchent comme ça des saisonniers pour aller polliniser. Alors, il y a des enfants qui pollinisent à la main les plantes, parce que là, pour le coup, il n'y a plus d'insectes pollinisateurs, ou très peu. Et ça, c'est une diapo qui était intéressante. C'est une marque une épicerie américaine, s'appelle Whole Foods. Non, je crois que c'est canadien d'ailleurs, qui vous montre les étals avec donc votre choix de produits avec les pollinisateurs et les choix de produits sans pollinisateurs. Donc, il vous reste les agrumes qui font de l'autofécondation, donc ils sont capables de se polliniser tout seuls, et puis des trucs qui sont pollinisés par le vent. Donc, vous voyez, avec pollinisateur, sans pollinisateur. Ah, ils ont fait une autre campagne de pub, c'est votre pique-nique avec ou sans pollinisateur. Donc, vous voyez, par exemple, le clafoutis, là, ben, en fait, ben, il reste la farine, hein, parce que souvent, le blé, il se pollinise par le vent. Il reste les œufs, ben, la farine pour faire les chips, et puis pour faire le pain, mais en gros, voilà, il n'y a plus grand-chose. Et dernier petit, donc dans les rayons frais, pareil, avec ou sans pollinisateur. Alors ça, c'est un autre exemple, on l'a vu, enfin ça, c'est des études qui sont sorties après le Covid. En fait, ça vous montre le nombre de l'explosion de maladies chez les humains, chez les animaux, et puis donc l'augmentation des taux, des têtes de bétail. Donc on l'a vu tout à l'heure, je vous ai montré hein, l'importance du bétail, et puis le nombre d'espèces menacées. Vous voyez qu'il y a un lien. Alors, il y a une corrélation. Ça ne veut pas dire causalité corrélation n'est pas causalité, mais il y a une corrélation quand même entre le nombre, la menace sur le monde vivant, une surproduction, en tout cas un impact extrêmement fort de nos pratiques agricoles, et puis donc beaucoup de têtes de bétail, forcément beaucoup de maladies animales. Et puis, bah, on sait que ça passe de l'animal à l'homme, la grippe porcine, la grippe aviaire, etc. Et boum, le nombre de maladies, de pandémies chez les êtres humains. Donc ça a mené au développement d'un concept qui s'appelle One Health, donc une seule santé,
qui promeut la santé des animaux, des gens et de l'environnement. Je reviens à ces histoires de sciences participatives, là, pour vous montrer qu'aussi, donc nous, à l'Agence régionale de la biodiversité, on édite, sur la base de ces protocoles, des listes rouges. Alors, les listes rouges, c'est un outil de l'Union internationale pour la conservation de la nature, l'UICN, et en fait, ça permet d'estimer le statut de menace de groupes d'espèces. Là, par exemple, les chauves-souris, les papillons, les libellules, la flore, les oiseaux, les orthoptères, donc c'est les sauterelles, grillons, criquets, etc. Et puis là, qui est sorti il y a 2 semaines, les amphibiens et les reptiles. Et en fait, on va pouvoir classer ces différentes espèces dans des classes de menaces. Donc en vert, tout va bien, pas de menace. Là, on est presque menacé. Là, on est vulnérable, en danger critique, éteint. Et vous voyez que pour l'ensemble de ces groupes, on a un tiers, donc menacé, c'est en général c'est jaune, orange, rouge, c'est-à-dire vulnérable, en danger et en danger critique. En général, vous voyez que pour l'ensemble de ces groupes qui ont été étudiés, pour lesquels on a des listes rouges qui sont disponibles en Ile-de-France, il y a un tiers à un quart des espèces qui sont menacées. Alors, j'en ai un petit peu parlé, hein, mais en gros, voilà, vous voyez les pressions, donc c'est en milieu agricole, je ne reviens pas dessus, j'en ai déjà parlé. Les milieux aquatiques, donc vous avez un quart des libellules qui ont disparu, une écrevisse à pattes blanches qu'on a qui est pareil, qui est en très très mauvais état, la moitié des espèces d'oiseaux nicheurs, amphéodozones humides, qui sont menacées. En milieu forestier, c'est la même chose. Les oiseaux spécialistes des milieux forestiers, alors eux, ils ont augmenté, nous en Ile-de-France un petit peu, mais par contre, on a les chauves-souris qui déclinent. Et en milieu urbain, les papillons, par exemple, là, vous avez 73% de la population des moineaux parisiens qui ont décliné en 15 ans. Alors voilà, donc ça par exemple, c'est. Alors si on regarde les milieux agricoles, si on fait le détail de ce que j'ai dit juste avant, vous voyez, là c'est pareil, toujours sur la question des listes rouges, la 44%, presque la moitié des plantes qui sont menacées sont inféodées à des milieux de prairies, pelouses et landes, c'est-à-dire des milieux ras, des milieux où l'herbe est pas très haute. Si on regarde les plantes messicoles, c'est-à-dire les plantes, dans Messide, c'est les moissons, donc c'est les plantes compagnes des moissons. Par exemple, les coquelicots, les bleuets, les adonis ou le murmure de Vénus, vous avez 3/4 de ces espèces qui sont soit éteintes, soit en train de s'effondrer, soit en régressant. Impact de l'agriculture. Ça, c'est l'abondance des chauves-souris en zone agricole et en Ile-de-France et dans le bassin parisien. Donc, vous voyez, ça, c'est en Ile-de-France et ça, c'est hors Ile-de-France. Alors ça vous montre, c'est des chauves-souris qui sont présentes en milieu agricole, mais ça vous montre aussi le double effet de l'agriculture et de l'urbanisation. Parce que vous voyez qu'en Ile-de-France, par rapport aux autres départements qui sont autour de l'Île-de-France, on a moins de chauves-souris. Bon, les papillons, l'abondance des oiseaux spécialistes des milieux agricoles, donc 29%, c'était plus, il n'est pas à jour ce chiffre. Donc dans les milieux aquatiques et humides, la même chose. Alors déjà, il faut savoir qu'on a perdu 50%. Alors les zones humides, ce qu'on appelle les zones humides, c'est les marais, les mares, les bords de rivières, les bords de plans d'eau, etc. Toutes les mouillères, en fait, c'est des mares qui sont en milieu agricole et qui accueillent une flore très particulière. Et en fait, on a perdu, depuis 1940, on a perdu 50% de la surface. Parce qu'on pensait que c'était des milieux qui étaient hostiles. Vous voyez, il y a des moustiques, par exemple. Donc, c'est des milieux qui ne sont pas sains. Donc, on a drainé les milieux humides et forcément, on a perdu une grande partie des oiseaux qui sont inféodés à ces milieux-là. J'ai parlé tout à l'heure de l'écrevisse à pattes blanches, qui est cette écrevisse-là, qui est présente dans une dizaine de rues en Ile-de-France, donc très peu, vous voyez, avant elle était présente un peu partout, l'écrevisse. Ça, c'est le linéaire qui est potentiellement accessible au saumon atlantique, donc dans le bassin Seine-Normandie. Alors,
nous, on fait partie du bassin de Seine-Normandie, on est à peu près là, quoi. Et là, vous voyez ici le Cotentin, là. Donc en fait, c'est le bassin de la Seine. Donc, où on est d'ailleurs? On est peut-être plutôt là. Bon, bref. Donc en fait, vous voyez qu'il y a quelques cours d'eau. Alors avant, le saumon, il était partout. Il y a même, je me souviens, j'ai entendu un podcast il n'y a pas très longtemps où, alors je ne sais plus sur quel territoire, mais donc les ouvriers de je ne sais plus quel, comme je le dis à l'instant, les ouvriers de je ne sais plus quelle usine, ils se plaignaient, ils avaient des doléances en disant ouais, on en a marre de manger du saumon, on en mange tous les jours, c'est pénible, voilà. Donc, et un peu la manière dont il pouvait être fréquent à l'époque, ce saumon. Évidemment, on n'en a plus beaucoup dans nos rivières. Ah, et les milieux forestiers, les chauves-souris, mais pas que, dépendent des vieux arbres. Par exemple, les pics dépendent des vieux arbres. Certains rapaces nocturnes dépendent des vieux arbres parce qu'en fait, dans les vieux arbres, vous avez des cavités, des trous. Et en fait, c'est là-dedans qu'ils vont nicher. Les pics, ils en font eux-mêmes des trous. Et dans les vieux arbres, il y a aussi des insectes qu'on appelle xylophages. Donc xylo, le bois, phage, manger. Donc c'est des insectes qui mangent du bois et les pics ils vont taper dans les arbres pour aller manger, voilà par exemple le pic et pêche, qui va manger le lucan cerf-volant, qui apporte le lucan cerf-volant sur son. Donc la femelle lucan cerf-volant, ça c'est un mâle. La femelle lucan cerf-volant, elle apporte sur sa carapace des spores de champignons qui vont ameublir le bois. Et ensuite, comme le bois il est un peu plus meuble, elle, quand elle va pondre ses œufs, ses bébés, ils auront un bois qui sera déjà un petit peu prémâché par le champignon. Donc toute cette chaîne-là, et nécessite la présence de très vieux bois. Sur des bois jeunes, les arbres, ils se défendent très très bien, et ces espèces-là, elles n'ont pas accès aux bois jeunes. Donc il faut aussi des bois vieux en forêt. Alors donc les chauves-souris, vous voyez la présence. Alors chez nous, en Île-de-France, mais c'est pareil en France, les arbres, on les abat très jeunes. On les coupe, ils sont adolescents pour la production de bois. Donc on a très peu d'arbres de grand diamètre. D'ailleurs, on le voit ici. Et autre chose qui est primordiale dans les forêts, c'est le bois mort. Donc vous voyez par exemple la présence de bois mort sur pied, donc des arbres morts comme lui, ou de bois mort au sol, donc des branches, dans les forêts franciliennes et dans la réserve biologique intégrale de Fontainebleau. Une réserve biologique intégrale où on n'a pas le droit d'aller, donc on laisse la nature en libre évolution. Bon, vous voyez, donc une forêt naturelle, voilà le bois mort qu'on trouve au sol. Ça, c'est dans nos forêts en moyenne. Et évidemment, on a parlé tout à l'heure des ingénieurs du sol. C'est les ingénieurs du sol du milieu agricole, mais il y en a aussi beaucoup dans le milieu forestier. On dit qu'il y a un quart de la biodiversité forestière qui se trouve dans le sol. Donc, un quart de la biodiversité forestière qui se trouve dans le sol et qui va dégrader les feuilles mortes, les branches mortes, les cadavres d'animaux, comme je disais tout à l'heure, et qui vont reconstituer le sol forestier. Et le sol forestier met très très longtemps à se former. C'est-à-dire que quand vous faites une coupe rase, quand vous coupez des arbres, vous faites une coupe rase, vous récoltez les arbres, et ensuite vous ressemez des arbres ou vous replantez des jeunes arbres. Les jeunes arbres, ils vont consommer le sol. Mais s'il n'y a pas de branches mortes au sol, ou si vous ne laissez pas d'arbres morts, petit à petit, vous allez épuiser le sol. Et c'est ce qu'on est en train de faire dans toutes les forêts françaises. Vous avez peut-être entendu parler aussi aux infos que le puits de carbone des forêts françaises a diminué de moitié ces dernières années. Parce qu'on fait plus de l'exploitation forestière. Enfin, si, on fait de l'exploitation forestière, on fait plus de sylviculture, mais on cultive des forêts comme des champs de blé. On coupe, on ressème, on coupe, on ressème, et en fait, on laisse plus de bois mort. Alors souvent, les forestiers nous disent, oui, mais nous, quand on laisse du bois mort en forêt, les gens ils se plaignent parce que c'est mal rangé. C'est vrai que moi, j'entends souvent ça. Alors, je ne sais pas ce que vous aimez, vous, quand vous promenez en forêt, mais sachez que s'il y a du bois mort au sol, c'est fait exprès, et c'est bon pour la forêt. C'est-à-dire que le fait qu'une forêt soit très mal rangée, c'est une très bonne forêt. Les grandes forêts cathédrales, là où on voit, par exemple, dans Le Seigneur des Anneaux, où les gars, ils se déplacent comme ça entre les arbres, hop, et puis c'est... Non, ça, c'est pas une bonne forêt, ça. Nous, on aime bien les forêts qui sont... La biodiversité, c'est un peu le bazar. C'est un peu comme ça, oui.
il y a des trucs qui poussent sur d'autres trucs et tout ça. Donc en fait, la biodiversité, c'est ça. Et pour une forêt en bonne santé, c'est une forêt mal rangée. Alors après, ils font quand même attention, les forestiers, parce que à proximité des chemins, ils essayent de ranger un peu, de couper les branches mortes ou les arbres qui risquent de tomber, parce que sinon, ils sont responsables pénalement si quelqu'un prend un arbre sur la figure. Voilà, donc on se dit, bon, bah voilà, il n'y a qu'en ville que ça va bien. Eh ben non, en ville, ça va pas bien non plus, parce que vous voyez que, par exemple, ça, c'est la densité de ce papillon-là, en fonction du gradient d'urbanisation. Donc là, on est vraiment en bordure de ville, et là, on est en plein centre-ville. Ben, vous voyez qu'en fait, les papillons, il y en a de moins en moins à mesure que vous avancez vers le cœur de ville. Ça, ben, j'en ai parlé, hein, l'enquête moineau à Paris, 73% des moineaux qui ont décliné en quelques années. Mais 90% des hirondelles, 60%, 65% des faucons cresserelles. Donc c'est le faucon là qu'on voit quand on est en voiture. Des fois, vous voyez, il y a un oiseau comme ça qui fait du surplace. Il regarde, et puis dès qu'il y a un petit mammifère ou un truc comme ça, il plonge dessus. Donc c'est le faucon cresserelle. Et puis, bah, pareil, la pipistrelle commune dont j'ai parlé tout à l'heure, celle qu'on aime bien parce qu'elle mange les moustiques. Moins 55% en 11 ans en Ile-de-France. Et vous voyez qu'elle est relativement présente en zone rurale, mais moins que dans les autres départements à l'extérieur d'Île-de-France, vous vous rappelez. Un petit peu moins présente en zone suburbaine et en zone urbaine. Ben pourquoi? Parce qu'en fait, en zone urbaine, il n'y a pas beaucoup d'insectes. Ça, c'est l'évolution de l'abondance des papillons par relevé. Donc là, c'est encore un protocole de sciences participatives dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc vous voyez, c'est intéressant hein, parce que ça nous donne plein de résultats. Donc vous voyez, en fonction du temps, de 2006 à 2014, un déclin de 33% des papillons en moyenne dans les parcs et jardins franciliens. Voilà. Alors la question, c'est bah, comment est-ce qu'on peut agir pour préserver la biodiversité? Parce que on voit qu'elle est vraiment mal en point. Alors, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire pour préserver la biodiversité? Bah, la première chose qu'on se dit, c'est les protections. Donc là, vous avez tout un tas de protections. Donc, au niveau européen, vous avez le réseau Natura 2000. C'est un réseau de sites qui sont identifiés au niveau européen et donc qui protègent comme ça des secteurs. Donc, on a plusieurs, je crois qu'on a une 36 en Ile-de-France, si je ne me trompe pas, des sites Natura 2000. Vous avez aussi les PNR, donc les parcs naturels régionaux et les parcs nationaux. Donc les parcs nationaux, il y en a un nouveau ici, là, au niveau qui s'appelle le parc national des forêts. Vous avez les réserves naturelles, les arrêtés de protection, les arrêtés préfectoraux de protection. J'ai parlé tout à l'heure de la réserve biologique intégrale de la forêt de Fontainebleau. Donc l'ONF, donc qui gère toutes les forêts de l'État, les forêts domaniales qui appartiennent à l'État, a mis en place des forêts des réserves biologiques dirigées, intégrales, en fonction de ce qu'on y fait. On a en Ile-de-France une réserve internationale de biosphère qui se trouve à peu près ici. Ça, elle fait une patate comme ça. C'est la réserve de biosphère de Fontainebleau et du Gâtinais français. Ça, c'est des outils qui sont mis en place par les conseils départementaux, par les départements, les espaces naturels sensibles. On a en Ile-de-France une agence qui s'appelle l'Agence des espaces verts, qui s'appelle aussi Île-de-France Nature, qui a donc là, c'est la région Île-de-France qui protège des sites. Et puis, vous avez le conservatoire d'espaces naturels d'Île-de-France. Donc, il y a des conservatoires d'espaces naturels dans toutes les régions. Et donc, on a un conservatoire d'espaces naturels en Île-de-France qui préserve aussi un certain nombre de sites. Alors, chacun de ces outils va avoir des intérêts plus ou moins, enfin, en tout cas, très différents. Natura 2000, ça marche sur le système de contrat. C'est-à-dire, on passe un contrat. Je suis agriculteur, je suis forestier. Je vais passer un contrat avec l'État ou la région. Et puis, je vais mettre en œuvre des pratiques qui font que je vais gagner un petit peu de sous. C'est-à-dire, ça me fait perdre de l'argent de mettre en place ces pratiques-là, mais je suis un petit peu dédommagé grâce à mes contrats Natura 2000. Les espaces naturels sensibles, ou les Île-de-France Nature ou le Conservatoire d'espaces naturels, eux, ils achètent des sites. Donc, eux, ils sont chez eux. Une fois qu'ils ont acheté,
Ils sont dans leur jardin et donc ils mettent en place la protection. Un PNR, un parc naturel régional, c'est différent. Un parc naturel régional, donc c'est un ensemble de communes. Il y a une structure animatrice et puis donc cette structure animatrice qu'on appelle le PNR va avoir une influence sur la politique des communes. Donc, ils vont les aider pour dire, ben voilà, vos documents d'urbanisme, votre PLU, plan local d'urbanisme, etc. Ben, ce serait bien qu'on fasse ça. Tiens, on pourrait mettre en place une trame noire. Une trame noire, c'est quoi? C'est, vous avez entendu parler de trame verte et bleue? Bon, on va en parler après de toute façon pour ceux qui n'en ont pas entendu parler. Mais la trame noire, c'est la trame verte et bleue, mais nocturne. C'est-à-dire l'idée, c'est de préserver toute la faune et la flore nocturne de la lumière. Donc en fait, ben, dans certains PNR, et notamment celui du Gâtinais français qui se trouve en Île-de-France, ils sont pionniers sur la trame noire. Ils ont toutes leurs communes, toutes les communes du parc, qui éteignent la nuit entre, je crois, c'est minuit et 5 heures du matin. Donc ça veut dire que tout est éteint. Donc on se retrouve dans... alors là, pour voir le ciel et les étoiles, c'est génial. Et puis c'est évidemment super bon pour la biodiversité. Donc voilà, eux, ils ne sont pas propriétaires, mais ils donnent des conseils. Bah, l'ONF, ils sont chez eux. Les réserves naturelles et les arrêtés de biotopes, là, c'est pareil. Pas, ils ne sont pas propriétaires, mais il y a quand même des contraintes fortes. Donc là, il y a vraiment des contraintes très fortes. Et donc tous ces outils-là, ben, c'est des outils qui se trouvent dans la stratégie nationale des aires protégées. Alors vous en avez peut-être entendu parler. Là, c'est sorti il y a 1 an ou 2. C'est Emmanuel Macron qui avait dit qu'il voulait protéger 30% du territoire national, dont un tiers, soit 10%, en protection forte. 30%, on y est déjà. 10%, on en est loin. Et donc, c'est cette nouvelle stratégie nationale des aires protégées 2030. Donc, en 2030, on devrait avoir ces chiffres-là. Elle a été adoptée en 2021, bah voilà, ça fait 2 ans. Et donc, l'idée, c'est de protéger et puis aussi de permettre le développement d'un réseau d'aires protégées dont j'ai parlé juste avant, dans la diapo d'avant, cohérent. C'est-à-dire qu'il faut que tout ça, ça se complète, efficacement géré. Et évidemment, il s'agit que tout le monde un petit peu communique entre eux pour dire bah, nous on fait ça, bah, ok, bah, nous on va faire ça. Et puis surtout intégrer dans les territoires, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, prenons l'exemple de la réserve de biosphère de Fontainebleau-Gâtinais. Je pense qu'il doit y avoir 1% des habitants de la réserve de biosphère de Fontainebleau-Gâtinais qui savent qu'ils sont dans une réserve internationale de biosphère. La plupart ne savent pas. Il y a beaucoup de gens qui sont dans des parcs naturels régionaux qui ne savent pas qu'ils sont dans un parc naturel régional. Donc l'idée, c'est que cette protection, elle rayonne à l'extérieur des organes de gestion du parc. Alors voilà, pour la SNAP, donc la stratégie nationale des aires protégées en Île-de-France, vous voyez, bah, ça donne ça. Donc, on a effectivement à peu près 30% d'aires protégées sur notre territoire. Donc, ben, voilà, je parlais des sites Natura 2000. Ça, c'est un site Natura 2000. Ça, c'en est un autre ici. Là. Ah, il y a un site Natura 2000 qu'on appelle les boucles de la Marne, qui fait plusieurs noyaux. Il est polynucléaire, comme on dit. Donc, il y a les PNR. Donc, les PNR, où est-ce qu'ils sont nos PNR ici? En tout cas, ça c'est la réserve de biosphère de Fontainebleau-Gâtinais dont je parlais. Donc il y a le PNR du Gâtinais, j'essaye de voir si on voit le contour, mais on ne le voit pas, mais il est là. Il y a le PNR de la Haute-Vallée de Chevreuse, il y a le PNR du Vexin français, et puis le PNR Oise Pays de France qui est à cheval sur l'Oise ici, là, et qui déborde un petit peu là. Et il y a un projet de PNR qui s'appelle Brie des Morins qui va arriver bientôt ici. Donc en termes de PNR, on est assez bien couvert, vous voyez. En termes de PNR, on est pas mal. Mais comme je disais tout à l'heure, les PNR, eux, ce n'est pas des outils de protection stricts. Ils font partie des outils de protection, mais qui ne sont pas des outils de protection stricts. Ça veut dire qu'eux, ils ont un rôle incitatif. Ils vont accompagner les communes pour, par exemple, éteindre la lumière la nuit. Et donc, sur les protections fortes, vous vous rappelez, l'ambition, c'est 10%. Bon, à l'heure actuelle, nous, on est à 0,59%. Alors, en réalité, les 10%, c'est à l'échelle nationale. Ça veut dire qu'en fait, nous, notre moyenne, elle pourra être augmentée par d'autres qui sont au-delà de 10%. Mais c'est vrai que pour l'instant, on n'est pas très fort. Donc ça, c'est les réserves naturelles nationales. On a une réserve naturelle nationale qui est ici,
une autre qui est là dans la boucle de moisson, on doit en avoir une qui est par ici. Donc il y en a quelques-unes. On a des réserves naturelles régionales, les réserves biologiques domaniales, donc c'est celle de l'ONF dont j'ai parlé, les arrêtés de protection de biotopes, de géotopes, d'habitats naturels, qui sont des tout petits confettis. Vous voyez, c'est des petits trucs comme ça qu'on peut voir vraiment tout petit, parce que c'est vraiment, là c'est le niveau de protection le plus fort. Et comme c'est le niveau de protection le plus fort, c'est toujours petit. Oui. Est-ce qu'il y a une importance qu'il y a autant de petits points dans une carte des arbres vraiment protégés pour la biodiversité ou pas? Est-ce que c'est important qu'il y ait beaucoup de points Oui, ça va les aider à se connecter. Ouais, voilà. L'idée, on va en parler juste après de la connexion. Donc, effectivement, c'est une très bonne question. Mais donc, en gros, là, l'idée, oui, c'est effectivement de protéger le plus possible pour qu'il y ait des circulations entre les différents réservoirs de biodiversité. Vous voyez que les parties les plus agricoles, pour ceux qui connaissent un peu l'occupation du sol en Île-de-France, donc les parties très agricoles, comme la Brie, la Beauce, ici, ça s'appelle la Plaine de France, c'est là où il y a Roissy, etc. Et puis, donc, c'est pareil, la partie nord ici du Vexin, en fait, c'est des parties qui sont extrêmement agricoles où c'est très compliqué de mettre en place des protections. Déjà parce qu'il n'y a plus grand-chose à protéger. Et puis ensuite, il y a des intérêts économiques importants, donc c'est pas toujours facile. Alors ça, tout ça, c'est ce qu'on va appeler des cœurs de nature ou des réservoirs de biodiversité. Et donc là, je viens maintenant à la trame verte et bleue. Donc la trame verte et bleue, c'est un outil qui a été mis en place par le Grenelle de l'environnement en 2010. Et l'objectif, c'était effectivement d'avoir des réservoirs de biodiversité. Donc là, par exemple, la forêt de Fontainebleau, Rambouillet, d'autres massifs forestiers comme ça, la vallée de l'Essonne, la vallée de la Juine, ça aussi, c'est des sites Natura 2000. La vallée du Petit Morin, Natura 2000 aussi. Donc, en fait, tous ces secteurs-là, c'est des endroits où on dit il y a beaucoup de biodiversité. Et nous, ce qu'on voudrait, c'est que s'il y a un réchauffement climatique, par exemple, je donne un exemple, mais ça peut être pour d'autres raisons dont je vais parler après, s'il y a du réchauffement climatique et que les espèces elles sont obligées de remonter vers le nord, si vous avez des barrières entre les réservoirs, les espèces qui vivent ici, qui ont besoin d'un optimum climatique qui est plutôt là, il faut qu'elles puissent circuler, quoi. Et donc l'objectif de cette trame verte et bleue, c'est de mettre en place entre ces réservoirs des corridors, vous voyez, donc des couloirs de déplacement de la faune et de la flore. Voilà. Voilà, par exemple, des corridors, là, par exemple, une bande enherbée non tendue le long d'un stade. Dans les cimetières, j'ai parlé tout à l'heure qu'il y avait de la biodiversité dans les cimetières, les jardins, ils peuvent faire partie de ces espaces dans lesquels vont circuler la faune et la flore. Des petits bosquets ou des boisements au milieu des plaines agricoles, des murs, des vieux murs sur lesquels on laisse se développer la végétation, des bandes enherbées entre différentes parcelles. Vous voyez là, on va pouvoir, si on a par exemple un boisement ici, eh ben, une espèce qui va pouvoir aller se balader dans le boisement d'à côté. Ou des trottoirs enherbés. Par exemple, dans les parcs naturels régionaux, les PNR, ils mettent en place aussi ce genre de choses, des trottoirs enherbés, où on peut circuler. Voilà. Alors, pourquoi c'est important? Je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais vous voyez, par exemple, si on a des réservoirs de biodiversité, et puis que là, ici, vous faites passer une route, j'ai dit, rappelez-vous tout au début, une des causes d'extinction de la biodiversité, c'est la fragmentation des territoires. Bon, là, pouf, on met une route. S'il y a une espèce qui s'éteint ici, avant, il pouvait y avoir des individus de la même espèce qui venaient, ouais. Et du coup, on appelle ça des métapopulations ou pas? Oui, ça c'est une métapopulation, effectivement, pour les gens qui parlent écologie, c'est de la métapopulation. Donc c'est des populations d'une même espèce qui sont connectées entre elles par des flux, des déplacements d'individus. Bon, hop, je fais passer une route ici. L'espèce, si elle disparaît là, elle ne peut plus revenir. Et donc à la fin, elle s'éteint. Et donc si elle disparaît là, et puis qu'on fait passer une route là,
petit à petit, vous voyez comment ça fonctionne. Alors, c'est des choses qui ont été montrées, ça par exemple, ça c'est une expérience bon, qui commence à être assez ancienne, mais vous voyez, ça c'est une autoroute, et en fait, ils avaient construit des aires d'autoroute. Et ils avaient regardé avec des pots pièges comme ça, alors c'est des petits pots comme ça, qui sont enfoncés dans le sol, qui mettent à des endroits à l'intérieur des aires d'autoroute ici, et puis à l'extérieur. Et vous voyez que là, alors là par exemple, c'est quand c'est noir, il y a beaucoup d'individus. Alors on regarde cette espèce de carabe qui s'appelle Abaxater. Et cette espèce de carabe, vous voyez, on prend les individus, ils tombent dans les pots, on les marque. Donc on leur met un peu de vernis à ongles dessus, quoi. On les relâche et on les laisse se balader. Et donc, vous voyez que ils peuvent être récupérés, donc ils retombent dans les pots un peu plus loin. Regardez le nombre de fois où ils traversent la route. Vous voyez que cette espèce-là, clairement, elle n'aime pas du tout traverser les routes. C'est-à-dire que dès qu'elle arrive sur un substrat qui n'est pas de la terre, elle fait demi-tour, elle préfère. Donc, vous voyez, là, on a une fragmentation directe de cette population. Donc cette trame verte et bleue, en Ile-de-France, vous voyez, donc moi je fais partie de l'Agence régionale de la biodiversité, mais l'Agence régionale de la biodiversité, c'est le département biodiversité de l'Institut Paris Région, qui est l'agence d'urbanisme, d'architecture, d'environnement de l'Île-de-France. Et donc en fait, mes collègues de l'Institut, ils ont regardé donc les corridors. Il y a plusieurs types de corridors. Vous avez des corridors herbacés, donc vous vous rappelez la bande enherbée entre les champs. Vous avez des corridors arborés, par exemple des cordons de boisement. Et puis vous avez des corridors aquatiques et humides, par exemple les cours d'eau. Et vous regardez, donc ça vous donne, voilà, on a 3000 km de corridors arborés, 3300 km de herbacés, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est la part fonctionnelle de ces corridors. Donc vous voyez qu'on a 85% des corridors arborés qui sont fonctionnels. Par contre, vous voyez qu'on n'a plus que 38% des corridors herbacés qui sont fonctionnels. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des moments, ça s'arrête, il y a une discontinuité. Donc forcément, il va falloir agir sur ces questions-là. Ça vous donne, alors c'est pareil, c'est aussi des collègues de l'Institut Paris Région qui ont fait ça, l'évolution des milieux d'intérêt écologique entre 2000 et 2017. Est-ce que... Ouais, allez-y. Non, mais en fait, je peux m'arrêter là, en fait. Ils n'ont pas fonctionné, c'est-à-dire qu'ils sont présents, mais qu'ils ne sont pas reliés entre eux. Exactement, ils sont discontinus. Ouais. Il y a un moment, un endroit où c'est coupé et ça passe plus. Et donc là, si on regarde l'évolution des milieux d'intérêt écologique, donc les forêts humides, vous voyez, 3% de forêts, on a perdu 3% de forêts humides. Bon, les milieux humides herbacés, c'est vraiment ceux qui ont le plus été perturbés. Vous voyez, on a perdu 46% des corridors humides herbacés. Herbacés calcaires aussi, les prairies calcaires. Alors, pour ceux qui connaissent, c'est les prairies à orchidées. Donc il y en a beaucoup d'orchidées en Ile-de-France qui sont des orchidées de chez nous, pas les orchidées de chez les fleuristes, mais elles sont plus discrètes, mais elles sont très jolies aussi. Et en fait, on a sur ces milieux calcaires toute une flore, donc les orchidées, mais tout un tas d'autres plantes, et puis des espèces particulières, notamment d'orthoptères, de reptiles, etc., et d'oiseaux. Forcément, voilà. Donc on a perdu un peu de... Ouais, alors donc c'est embêtant parce que ça nous aide bien cette biodiversité. Alors là, je vais parler d'un autre concept. Qui a entendu parler des solutions fondées sur la nature? Oh, j'ai bien fait de venir. Vous avez bien fait de m'inviter. Alors, les solutions fondées sur la nature, c'est encore une fois l'Union internationale pour la conservation de la nature qui a construit ce concept. Donc en fait, c'est pour répondre à certains défis sociétaux, par exemple la lutte contre les inondations, les îlots de chaleur en ville, etc., on peut avoir des solutions techniques et on peut avoir des solutions qui sont basées sur la nature ou fondées sur la nature. Et donc, je vais en parler juste après. Et en fait, ces solutions, donc c'est des actions qui permettent de restaurer les écosystèmes, la biodiversité, mais aussi pour répondre à des enjeux de société de manière efficace et adaptative, et aussi sans regret. C'est-à-dire que si on fait un truc pour la biodiversité
et que ça ne marche pas pour le truc qu'on voulait au départ en termes de défi sociétal, bah, ce n'est pas grave, parce que de toute façon, ça a un intérêt pour la biodiversité et pour tout un tas d'autres trucs. Je vais vous montrer des exemples après. Donc, c'est une solution fondée sur la nature, si ça répond au bien-être humain, évidemment, mais aussi s'il y a des bénéfices pour la biodiversité. Par rapport au service écosystémique, le concept de service écosystémique dont je parlais tout à l'heure, on est pas mal de scientifiques à trouver que c'est mieux. Parce que là, on ne cherche pas juste à répondre au bien-être humain, on cherche aussi à préserver la biodiversité. Donc ça veut dire qu'on va faire d'une pierre deux coups. Et donc je vous donne un exemple de solution fondée sur la nature. Pour le climat, on appelle ça donc des solutions d'adaptation au changement climatique. Donc vous voyez par exemple, pour la nature en ville, et donc pour lutter contre les îlots de chaleur, les inondations en ville, je vais détailler après, vous pouvez végétaliser la ville. Végétaliser la ville, ça va vous permettre effectivement, on va le voir après, de lutter contre les canicules. Ça va vous permettre aussi de lutter contre les inondations. Et puis évidemment, ça va avoir un intérêt pour la pollinisation, pour les sols, etc. Il y a un truc qui est tombé là, je ne sais pas ce que c'est. Ok, C'est l'USB. Voilà. Et donc, oui, les toitures, ça offre des espaces de nature supplémentaires. J'en ai parlé tout à l'heure, hein, vous avez vu, enfin, vous vous rappelez, à l'ARB, on a fait une étude spéciale sur les toitures végétalisées et on montre que sur ces toitures végétalisées, en fonction de l'intensité de ces toitures, donc ça veut dire que vous avez des toitures où vous avez juste du sol et puis une fine couche de terre et puis des plantes qui sont très adaptées au manque d'eau. Ça, c'est extensif. Et puis, vous pouvez aller à l'autre extrême, beaucoup de terre et carrément des arbres sur les toits. On appelle ça des toitures végétalisées intensives. Vraiment, vous avez un sol vivant sur un toit, quoi. Mais pour le coup, on ne peut pas faire ça partout parce qu'il faut prévoir la résistance des matériaux, donc il faut prévoir dans le bâtiment initialement. Sur les bâtiments anciens, on peut le faire, mais dans ces cas-là, on pourra faire que la fine couche de terre avec des plantes qui sont adaptées à la sécheresse. Alors voilà, donc la lutte contre les îlots de chaleur, vous voyez, ça c'est par exemple la canicule de 2003, les températures moyennes lors de la canicule de 2003. Vous voyez que en petite couronne, on avait vraiment des différences de température qui étaient énormes. Vous voyez par exemple, ça c'est entre le centre-ville, plus 3, et les secteurs ruraux, vous pouviez avoir des différences de température de 3 degrés, c'est monté jusqu'à 10 degrés de différence de température entre les milieux les plus urbains et les milieux les plus ruraux, et notamment forestiers, etc. Donc là, pour ceux qui connaissent, il y a la forêt de Fontainebleau ici. Voilà. Alors, ce qui ne nous arrange pas, c'est que, donc c'est pareil, mes collègues de l'Institut Paris Région, donc l'agence régionale du climat, de l'énergie et du climat, ils ont fait un document qui s'appelle Vulnérabilité de l'Île-de-France aux effets du changement climatique, dans lesquels ils indiquent que les tendances actuelles 1950-2020 et les tendances futures 2020-2050, qui vous montrent que, en gros, la température moyenne, elle va augmenter en Île-de-France. Les vagues de chaleur, elles vont vraiment augmenter, et les sécheresses aussi. Ça veut dire qu'en termes de nombre de jours de vagues de chaleur, là, vous avez autour de 1900 en Île-de-France. Là, vous avez autour de 2055 pour le scénario 4,5. Et là, c'est le pire scénario, le 8,5. Là, on va vraiment cuire. Alors, solution d'adaptation fondée sur la nature, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? J'entends. Planter des arbres, effectivement. Donc, on parle beaucoup de planter des arbres, je vais en parler après. Donc, effectivement, hein, le fait d'avoir des arbres, en général, quand vous avez un parking, vous aimez bien, quand il fait très chaud, mettre votre voiture à l'ombre. Et on n'est pas les seuls à faire ça, puisque, en général, quand il fait très chaud, les animaux aussi se mettent à l'ombre. On n'a rien inventé. Alors, est-ce que vous savez comment ça fonctionne? Le rafraîchissement? Déjà, il y a l'ombre.
Effectivement, hein, c'est ce qu'on voit ici. Donc, quand on est à l'ombre, on a une petite différence de température, mais il y a un autre mécanisme qui s'appelle en fait l'évapotranspiration. L'évapotranspiration, en fait, c'est quelque chose qui s'opère aussi sur notre peau. Nous, quand on transpire, en fait, l'idée, c'est lorsqu'il fait très chaud, l'eau qui est à la surface de la peau, mais c'est pareil à la surface des feuilles, elle va s'évaporer. Et l'évaporation, physiquement, en termes de mécanisme physique, ça produit un rafraîchissement parce que ça demande de l'énergie de faire passer l'eau de l'état liquide à l'état gazeux. Et donc, localement, ça va faire un rafraîchissement. Donc, quand vous sortez de la douche et que vous êtes tout mouillé, alors qu'il fait 20 degrés dans la salle de bain, vous avez comme un peu froid. En fait, c'est ce mécanisme-là. Et ce mécanisme, il s'opère évidemment avec les arbres. Donc, les arbres, eux, c'est en fait une sorte de grande paille. C'est une paille, en fait. Ils vont aspirer l'eau. L'eau, elle va monter par capillarité dans l'arbre. Elle va s'évaporer au niveau des feuilles. Donc, ça fait déjà un appel d'eau. Donc, pour ça que je parle de paille. Et puis, ça fait un rafraîchissement. Et ça consomme 0 électricité. Alors voilà, par exemple, là, vous voyez, c'est des images, en infrarouge. Donc, quand c'est jaune, en général, c'est très chaud. Et quand c'est plutôt violet, c'est plutôt frais. Donc, vous voyez l'impact des arbres ici. Pareil au niveau d'un trottoir, hein, vous avez des géraniums là ici, et vous voyez là, donc là plutôt quand c'est chaud c'est rouge et quand c'est bleu, quand c'est plutôt froid comme dans des couleurs bleues, ben, vous voyez, donc même au niveau d'un trottoir, on a cet effet rafraîchissant du vivant. Pareil sur les toitures, vous avez des toits terrasses. Alors là pour le coup ils sont noirs, donc le noir ça absorbe vraiment vraiment la chaleur. Et puis, ici, des toitures végétalisées où vous voyez un rafraîchissement qui est vraiment hyper important parce que, alors ça c'est en Fahrenheit, là par exemple c'est en degrés, donc vous pouvez avoir presque 10 degrés d'écart. Alors ça c'est une question que j'aime bien poser, c'est des jeunes arbres, parce qu'on dit souvent il faut planter des arbres. Il faut planter des arbres parce qu'en fait, en termes d'adaptation au changement climatique, ça va consommer, un arbre qui grandit, forcément il va consommer beaucoup de dioxyde de carbone. Vous êtes d'accord? Tout le monde est d'accord? Qui n'est pas d'accord? Ah, il y en a quelques-uns qui ne sont pas d'accord. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi? Ouais. Vous avez une autre. Il y a plusieurs de captation des nutriments et de toutes les raisons. Et de plus, il y a des connexions, plus d'ombre, que la captation. Quand même, Oui. parfois, certaines espèces vont capter mieux quand ils sont jeunes, mais dans les structures, c'est mieux. Oui, peu... en fait, il y a une explication qui est toute simple. La capacité de stockage de carbone d'un arbre, il est proportionnel à sa surface foliaire. Donc, vous voyez, en fait, il vaut vraiment mieux conserver les vieux arbres avant d'en planter des jeunes. En fait, ce qu'on est en train de faire là, quand on entend notre président qu'il faut planter 1 million d'arbres, etc., en fait, c'est des grosses boulettes parce qu'il faut d'abord préserver les arbres anciens. Parce que pour l'adaptation au changement climatique, effectivement, je termine et après je viens vers vous. Pour l'adaptation au changement climatique, capter du carbone dans du bois, ça se fait plus facilement avec des vieux arbres. Alors après, on va nous dire, oui, mais les très vieux arbres, oui, d'accord, les très vieux arbres, on en reparle après, à 800 ans, 900 ans, effectivement, ils commencent à être un petit peu sénescents et puis ils redégagent du carbone. Sauf que les chênes, on les coupe à 150 ans hein, chez nous, donc bon, on attend. Donc, il y a ça, et puis il y a toute la biodiversité associée dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est-à-dire le sol, les ingénieurs du sol, les pics, les insectes qui nichent dans les cavités, etc. Donc oui, pour la biodiversité et pour le changement climatique, même combat, gardons les vieux arbres avant d'en planter des nouveaux. Et du coup, en fait, ils ont effectué. En fait, ça dépend. Ça dépend des espèces. C'est une courbe qui est un peu comme ça en termes de captation. Si vous regardez là, le potentiel de captation en fonction de l'âge de l'arbre,
ça fait comme ça. Donc, c'est pas à partir de quand. Effectivement, si vous comparez un très vieil arbre par rapport à un jeune arbre, il vaut mieux garder le vieux. Alors peut-être ça fait comme ça pour certaines espèces, peut-être pour d'autres espèces ça va faire comme ça. Mais en gros, il vaut mieux garder les arbres anciens et planter. Enfin, il y a quand même des communes, et c'est pour ça que j'en parle. J'ai rajouté cette diapo en préparant cette présentation, parce qu'on entend beaucoup en ce moment des communes qui coupent les arbres et qui disent on va planter des jeunes parce que ça va capter, parce qu'un jeune c'est vigoureux, ça capte plein, ça grandit vite, etc. En fait, c'est faux, ils se trompent. Plus que le pesticide, mais il va rejeter. Ouais, il respire. Alors que le jeune arbre, lui, il va garder. En fait, non. Il y a des études scientifiques. Je pourrais, si vous m'envoyez un mail, il y aura mon adresse à la fin. Je pourrais vous envoyer une étude scientifique qui montre qu'en fait, c'est vraiment proportionnel à l'âge. Et c'est aussi, vous connaissez peut-être Francis Allais. Alors, Francis Allais, c'est Monsieur Radodécime. Personne ne connaît Radodécime non plus. Ah, c'est pas la bonne génération. Ok. En fait, c'est un monsieur, maintenant qui est un peu âgé, mais qui a inventé le radodécime pour étudier les forêts tropicales. Donc dans les forêts tropicales d'Afrique, d'Amérique du Sud, toutes les études scientifiques de la biodiversité, elles se faisaient en bas. Sauf que les arbres là-bas, ça monte vraiment haut. Et puis, on n'a pas forcément accès. Donc, il y avait des méthodes qui étaient de secouer les arbres comme ça et d'étudier ce qui tombait. Bon, alors déjà, ce n'était pas super éthique, parce qu'en général, quand ça tombait, c'était mort. Hein, un singe, par exemple, qui tombe de très haut. Puis des fois, ils n'arrivaient pas à récupérer les cadavres parce qu'ils restaient sur les branches comme ça, vous voyez. Bon, donc en fait, ils se sont dit, on va faire autre chose, on va faire une montgolfière, et la montgolfière, elle se pose sur la canopée, donc à la cime des arbres, et donc là, ils étudient comme ça, c'est une sorte de gros hamac. Donc voilà, radodécime, Francis Allais, grand botaniste français, et donc d'études des arbres. Et lui aussi, il dit que c'est proportionnel à la surface foliaire, il faut garder les vieux arbres. Il le dit aussi dans la presse. J'essaierai de vous retrouver, pour ceux qui le souhaitent, des articles de Francis Allais. Voilà. Donc, vaut mieux planter, vaut mieux garder les vieux. Mais est-ce que je ne sais pas de planter des arbres qui sont déjà assez grands? Alors voilà, c'est ça, souvent, alors c'est vrai, je dis aussi souvent ça, je dis que les forêts anciennes, donc là par exemple, donc les lucanes, le lucane cerf-volant, une espèce de gros coléoptère. Vous avez déjà vu des lucanes? Hein, c'est des grosses bêtes, hein, ça fait à peu près cette taille-là, là. Avec le mâle, il a des grosses cornes comme ça. Pour ça, on appelle le cerf-volant, parce que c'est comme des cornes de cerf. Et en fait, c'est des insectes qui se nourrissent du bois mort comme ça. Certains, ils ont besoin d'arbres de 200, 300 ans. Alors autant on peut recréer par exemple une mare, on fait un trou, on met de l'eau, autant recréer un arbre de 300 ans, ça va devenir compliqué. Il faut attendre 300 ans. Et alors, effectivement, Francis Allais, le même, mais il y en a plein d'autres qui disent que, en gros, la surface ou le volume racinaire d'un arbre, c'est à peu près ce que vous voyez au-dessus. Donc, c'est-à-dire que là, c'est ça. Donc, si vous déplantez cet arbre, vous ne pourrez pas évidemment prendre toutes les racines, c'est impossible. Donc, vous allez devoir couper les racines et donc vous allez le fragiliser. C'est d'ailleurs souvent ce qui se passe. Donc, moi, je travaille aussi sur des programmes de replantation de haies. Et on est en train de travailler avec un de nos partenaires qui s'appelle Agrophile, Agroforesterie en Ile-de-France. On est en train de travailler un partenaire sur des semis de haies. Parce qu'en fait, donc, quand on reconstitue une haie, mais pareil pour une forêt, on va planter des petits plants. On appelle ça des plants forestiers qui font à peu près 30 cm. Mais quand vous plantez un plant, vous le faites pousser en pépinière, et puis vous allez forcément couper un peu ses racines. Donc c'est pas grave parce qu'il est petit, il va repartir. Si c'est un plant forestier, il a de bonnes chances de repartir. Mais si vous semez un gland, une faine ou n'importe quoi, vous allez partir d'un plus petit sujet, un arbre plus petit. Par contre, au bout de 3-4 ans, il va dépasser l'arbre planté. Pourquoi? Parce qu'il va faire les associations dont j'ai parlé tout à l'heure avec les champignons.
En fait, l'arbre que vous plantez bébé, petit graine, dans le sol, il va être complètement adapté au sol, il va être complètement adapté aux champignons, etc. Alors qu'un arbre qui a poussé en pépinière, il va être adapté au sol de la pépinière. Hop, vous le coupez de tous ses copains et vous le replantez ailleurs avec des gens qu'il ne connaît pas, des champignons et d'autres bestioles qu'il ne connaît pas. Donc, il va avoir plus de mal à repartir. Donc, il vaut mieux aussi, prendre des vieux arbres. Et alors, un autre exemple de ce qu'on fait en commune, souvent parce qu'on a envie de bien faire, mais qu'on ne sait pas, c'est quand ils veulent planter, par exemple, un alignement d'arbres le long d'une route, et il y en a une juste à côté de chez moi, on plante des arbres qui font déjà 1,80 m, qui font ce diamètre-là, parce que ça se voit. Parce que l'élu, il aime bien couper des rubans comme ça. Hop, s'il inaugure le truc, il vaut mieux que ça se voit plutôt qu'une petite rangée de plants forestiers qui font 30 cm. Quand on leur dit, c'est ça que vous avez planté comme arbre? Bon, ça fait, le gars, ils sont un peu ridicules, donc ils plantent des trucs. Alors là, pour le coup, il y a beaucoup de mortalité dans les arbres qui sont plantés. Vous avez peut-être entendu parler de l'autoroute A49, là, qui fait beaucoup de buzz aussi dans les journaux. Ben là, ils disent qu'ils coupent des arbres et en fait, ils vont planter plein d'arbres. Ils vont planter 1,5 fois plus d'arbres qu'ils n'en coupent. En réalité, ils vont en planter, oui, mais combien vont survivre? Pas beaucoup. Et puis ceux qui sont en train de démolir, c'est des arbres qui ont un gros potentiel d'accueil de biodiversité. Donc voilà pour la lutte contre les îlots de chaleur. L'autre exemple de solution d'adaptation fondée sur la nature, c'est la gestion contre des inondations et des ruissellements. Donc pour les inondations ou les ruissellements, vous voyez, ça c'est par exemple, c'était, je crois, c'est à Nemours en 2016. En fait, une des premières conséquences, c'est l'érosion des sols. Donc toute la terre agricole qui s'en va. Et vous avez, par exemple, cette carte qui a été réalisée par INRAE, qui vous montre les aléas annuels d'érosion des sols. Donc plus c'est rouge ou noir, plus c'est rouge foncé, quoi, plus c'est fort. En noir, c'est les zones urbaines, donc là, il n'y a pas d'érosion parce qu'il n'y a pas de sol. Il n'y a pas de sol nu. Et vous voyez que si on regardait en Ile-de-France, on a dans certains secteurs, notamment par ici, dans certains secteurs, des risques d'érosion des aléas d'érosion qui sont très forts et qui sont quasiment identiques à ceux qu'on peut trouver en zone de montagne où la pente est très forte. Pourquoi? Parce que nos agriculteurs, ils labourent les terres et donc ils ont des sols qui ne sont pas toujours couverts en hiver. Les sols sont retournés, il n'y a plus de végétation. Donc quand il pleut ou quand il y a du vent, érosion. Et donc cette érosion, elle peut être emportée par la pluie, comme je l'ai montré dans la diapo d'avant. Et si on regarde toujours l'évolution du climat, donc la vulnérabilité de l'Île-de-France aux effets du changement climatique, on va voir que aussi il va y avoir une augmentation des précipitations extrêmes. Ça veut dire que ces risques d'érosion vont être aussi très forts. Érosion et inondation. Voilà donc une autre carte qui a été faite par mes collègues qui vous montre que c'est la cartographie des arrêtés de catastrophes naturelles, inondations par ruissellement. Quand il y a une catastrophe naturelle, il y a des arrêtés qui sont produits localement et qui disent dans telle commune, là on va accélérer le mécanisme d'assurance parce qu'il y a des gens qui ont eu des dégâts. Donc ça, c'est les arrêtés de catastrophes naturelles, inondations par ruissellement. Il peut y avoir retrait gonflement argile, il peut y avoir d'autres inondations, etc. Inondations par remontée de nappe ou des choses comme ça. Et vous voyez qu'entre 82 et 2021, il y a à peu près 88% des arrêtés de catastrophes naturelles, inondations, sont liés au ruissellement. C'est-à-dire, alors oui, comme je disais, l'inondation, c'est débordement, donc un cours d'eau par exemple qui déborde. Remontée de nappe, c'est les nappes phréatiques qui remontent et puis qui inondent les caves. Et le ruissellement, c'est quand il pleut très fort, sur un sol artificialisé comme ça coule quand il y a une pente. Et vous voyez que 100% des communes franciliennes sont potentiellement exposées à l'aléa ruissellement. Notamment les communes les plus urbanisées, c'est normal.
Mais vous voyez que, là, je parlais de Nemours tout à l'heure, là, c'est la photo que j'ai montrée juste avant. Bon, Nemours, c'est pas super urbanisé, mais par contre, autour de Nemours, il y a beaucoup de sols qui sont labourés et donc qui sont tassés par les engins. Et donc, je parlais tout à l'heure des vers de terre au début. Les vers de terre, ils vont augmenter la porosité des sols, donc augmenter la capacité d'infiltration. Quand vous avez perdu, que vous labourez, vous mettez des insecticides, des herbicides, etc., les vers de terre, ils se cassent la figure, et donc vous allez détruire peu à peu la vie du sol, en tout cas la réduire très fortement, et donc votre sol il va se comporter comme un parking de supermarché. Alors l'intérêt des zones humides, donc je parlais des zones humides, voilà, donc vous voyez une grande diversité de zones humides, depuis les tourbières de montagne, les lacs d'altitude. Alors chez nous, on a des mares, des marais, des prairies humides, ici, là, vous voyez, des bras morts de cours d'eau, c'est-à-dire d'anciens cours d'eau, et puis hop, ça s'est comblé, et puis ça ne passe plus l'eau. Des forêts alluviales, c'est-à-dire des forêts qui sont installées sur les bords des cours d'eau. Et puis, si on mesure qu'on va vers la mer, on a des marais salants, des lagunes, etc. Et lorsqu'il pleut beaucoup, comment elles se comportent, ces zones humides? Elles se comportent comme des éponges. C'est-à-dire que quand il y a beaucoup d'eau, l'eau, elle va s'étaler dans les forêts alluviales, dans les marais, etc., dans les prairies humides. Et en fait, comme elle va s'étaler à cet endroit-là, ça va réduire la vitesse de l'eau, et donc ça va empêcher l'inondation des villes en aval. Sauf que nous, en Île-de-France, on a largement réduit cette capacité de champ d'expansion de crues, donc d'inondation des prairies humides, parce qu'on n'en a plus, tout est... Enfin, regardez autour de la Seine, de la Marne, d'autres cours d'eau, en fait, tout est bétonné. Donc, en fait, ça se passe là, on fait comme des toboggans pour l'eau. Donc, l'eau, elle n'est pas freinée, tout est canalisé, donc ça devient assez compliqué. Donc l'intérêt des zones humides, c'est ça. Alors, il y a des communes qui ont décidé de mettre ça en œuvre. Alors, je disais tout à l'heure que nous, à l'ARB, on accompagne les collectivités pour la mise en place de solutions fondées sur la nature. Et c'est notamment le concours Capitale française de la biodiversité. Donc, nous, on est animateur au niveau national de ce concours Capitale française de la biodiversité qui récompense des communes, des communautés de communes, des départements, des petites communes, des grosses communes qui ont mis en œuvre des solutions pour préserver la biodiversité. Dans le domaine de la gestion des inondations et des ruissellements, vous avez par exemple la restauration de zones d'expansion de crues dans l'agglomération de Rennes. Vous voyez, donc là, ici, ils ont remis en place donc, des possibilités d'expansion des crues, alors quand c'était possible. En tout cas, ils ont préservé des secteurs pour éviter les inondations. À Sarcelles, par exemple, là, ils ont carrément réouvert une rivière souterraine. Il y avait une rivière qui est passée là-dessous. Ils ont tout réouvert et vous voyez, ils ont renaturé. Et donc, cette rivière-là, là, on imagine bien que s'il pleut très fort, ça va dévaler. Là, s'il pleut très fort, vous voyez, il y a de la végétation qui va freiner le courant. Cette rivière, elle est sinueuse, donc ça va casser un peu la vitesse de l'eau, vous voyez. Donc, en fait, c'est des solutions comme ça. Alors après, on peut aussi réduire, on peut aussi faciliter l'infiltration de l'eau. Par exemple, ici, dans le cas de la ville de Nanterre, vous voyez, il y a certains secteurs où on va mettre de la pleine terre, c'est-à-dire on va retirer, on va dépaver, mettre de la pleine terre, et puis ici mettre un mélange qu'on appelle le mélange terre-pierre, avec très très peu de terre, et puis une végétation, on appelle ça, bon, vous savez, les petits cactus là, ou les petites plantes grasses qu'on a dans les, bon voilà, on appelle, donc c'est des sédums, des orpins, donc voilà, donc ils vont permettre l'infiltration de l'eau. Ici, par exemple, vous avez des parkings avec des pavés non joints, et de la terre entre les pavés, c'est pareil, ça va permettre l'infiltration de l'eau vers la nappe phréatique. Un autre exemple, ici à Saint-Denis, où l'eau, le parking, il est légèrement en pente, donc l'eau, elle va arriver dans une noue ici, qui va permettre à nouveau l'infiltration. Voilà, les Mureaux, autre exemple. Vous voyez, ici, c'est toujours des choses où on va rediriger l'eau
vers des zones d'infiltration. Et puis, pareil, à la Courneuve, toujours des espaces où l'infiltration est favorisée. Alors, premier avantage, ça évite les ruissellements. Deuxième avantage, ça permet, j'arrive après, la biodiversité de s'exprimer parce que, en fait, dans ces espaces-là, on a peut-être un peu moins, mais dans ces espaces-là ou dans ces espaces-là, là, vous allez avoir beaucoup de biodiversité. Troisième avantage, c'est l'infiltration de l'eau localement. L'infiltration, l'eau, elle va directement dans la nappe phréatique souterraine, nappe phréatique qui alimente notre eau potable. Parce que à l'heure actuelle, je vous oublie pas, à l'heure actuelle, ce qui se passe, c'est que l'eau des toitures, des trottoirs, elle va dans le système de tout à l'égout, ça va dans les stations d'épuration, et les stations d'épuration, elles rejettent en rivière. Donc l'eau ne s'infiltre pas localement. Donc vous avez entendu parler peut-être des problèmes des nappes phréatiques qui ne se remplissent pas suffisamment. Tout simplement parce que l'eau, on évite qu'elle s'infiltre, quoi. Allez-y. Oui, c'est mieux que rien, mais effectivement, ce serait encore mieux si tout était. Donc, souvent dans ces communes, il y a aussi des parcs urbains, des choses comme ça, mais c'est vrai que c'est toujours mieux que rien, mais oui, bien sûr, c'est pas tout à fait suffisant. Mais en tout cas, ça va permettre, si c'est suffisamment long, au moins de freiner le ruissellement, de freiner la vitesse de l'eau et de lui permettre de s'infiltrer tout doucement. Alors, il y en a quand même qui va ruisseler, ça c'est sûr, mais ça va réduire le ruissellement. Donc oui, plus on en fait, mieux c'est. Ouais, ouais. Les porte-pluie, elle avait le temps de s'infiltrer dans comme il faut dans les nappes phréatiques. Et ben en fait, ça dépend de la qualité des sols. Comme je le disais tout à l'heure, si vous avez des sols bien vivants avec des vers de terre, etc., très poreux, alors j'ai plus les chiffres, il faudrait que je me note un jour j'avais les chiffres, mais en fait, j'avais les chiffres d'une parcelle agricole, la quantité d'eau de pluie qui était absorbée par une parcelle labourée et une parcelle en non-labour. C'est-à-dire, en fait, ils sèment directement sans labourer. C'était un truc genre, je ne sais plus, 500 mm absorbés de différence, quoi. Donc, c'est vraiment énorme. Ça peut, hein, ça peut. Alors, si les sols sont tassés, si par exemple, là, par exemple, je pense que c'est le truc qui va le moins bien marcher parce que on voit bien que. Mais bon, c'est toujours ça. Bon, après, vous avez ça, puis après, plus vous avez de surface, et puis si vous avez des arbres, les arbres, eux, comme je disais tout à l'heure, c'est des pailles. Donc, eux, ils vont vraiment utiliser les. Et puis, ce qu'on peut faire aussi, c'est des zones humides. Donc, par exemple, vous voyez, restauration, création de zones humides. Donc, je disais tout à l'heure, donc les zones humides, c'est vraiment comme des éponges. Donc là, vous avez une mare. Il peut y avoir des mares en plein milieu d'un centre-ville, quoi. Et donc, vous conduisez l'eau vers la mare, elle va stocker l'eau, elle va infiltrer l'eau, et puis en période de déficit d'eau, dans les zones humides, par exemple les prairies humides qui sont dans le schéma de tout à l'heure, là, voilà celui-là, dans le cadre de ces prairies humides, de ces marais, etc., eux, ils vont stocker, et puis s'il y a très peu d'eau là, parce qu'il n'y a plus de courant, parce qu'il y a une grosse sécheresse, bah, petit à petit, elles vont libérer l'eau, comme une éponge. Donc ça marche pareil. Donc, et c'est vrai qu'il y a certaines villes qui mettent en œuvre de la restauration de zones humides, de la renaturation. Donc là, vous voyez, par exemple, c'est complémentaire d'histoire de parking. Là, on va renaturer. Il y avait tout un trottoir qui était complètement pavé, enfin artificialisé, bitumé. Donc là, ils ont tout cassé et refont pousser des plantes. Et puis là, vous avez un jardin de pluie. Et puis là, des trottoirs enherbés. Bon, voilà. Et Est-ce que quand on détermine un endroit, le sol il est peut-être mis ou ça participe? oui, le sol est très très abîmé, surtout s'il a été couvert pendant très longtemps. Donc on peut aussi mettre en place des méthodes de restauration des sols, par exemple en mettant du fumier, en mettant du compost, etc. Ça va faire repartir la vie dans le sol, mais ça demande beaucoup plus de travail si le sol a été particulièrement touché, quoi. Donc voilà, un autre exemple à Strasbourg, vous avez cet îlot là, ici. Donc là, en 2010, en 2014 et en 2017. Vous voyez,
est-ce qu'il y avait vraiment besoin, donc il reste un bout de trottoir, est-ce qu'il y avait vraiment besoin d'avoir tout cet espace? Et encore là, il y avait des arbres. Vous connaissez sûrement autour de chez vous des communes où il n'y a plus un seul arbre, où c'est complètement artificialisé. Et quand vous y passez l'été, en général, vous n'y restez pas longtemps. Donc les prairies humides, application en milieu agricole. Donc les prairies, j'en ai parlé, hein, donc la lutte, la gestion des crues. Mais les prairies, alors là, c'est vraiment c'est vraiment le top, parce que là, vous allez avoir la gestion des pollutions, la lutte contre l'érosion des sols, puisque ce sont des sols qui sont couverts, donc l'herbe, elle va retenir la terre, l'atténuation des effets du changement climatique, l'écotourisme aussi. C'est plus agréable de se balader dans des milieux assez verdoyants. Et puis, évidemment, la préservation de la biodiversité. Je vous ai montré l'indice des papillons de prairie, là, et puis tous les oiseaux, etc. Donc là, par exemple, si on revient à l'agriculture, des méthodes de gestion de lutte contre les inondations, c'est le non-labour. Là, vous avez un sol qui est labouré. Et là, vous avez ce qu'on appelle l'agriculture de conservation des sols. Donc, cette agriculture de conservation des sols, elle repose sur 3 piliers. Le premier, c'est ne plus labourer. Le deuxième, c'est des sols toujours couverts. Et le troisième, c'est l'allongement des rotations, c'est-à-dire le fait ou la diversification des rotations, c'est-à-dire sur la même parcelle, on ne va pas toujours cultiver la même espèce. Et donc, voilà, là, ils sont capables de semer du blé à l'intérieur d'un couvert, ce qu'on appelle le semis sous couvert. Et ça va permettre de préserver la vie du sol, et notamment les vers de terre. Donc, vous voyez, par exemple, là, vous avez un sol qui est exploité en non-labour. Alors déjà, première chose, quand vous avez du labour, souvent, à cet endroit-là, là, vous avez de la terre qui est très tassée, qu'on appelle la semelle de labour. C'est-à-dire que la charrue, en fait, elle tasse petit à petit le sol. Et donc, vous avez ici un espace très tassé qui limite vraiment la circulation des espèces entre les parties les plus profondes du sol et puis les parties les plus hautes. Et là, vous avez ici, alors je ne sais pas si vous le voyez bien, mais il y a plein de petits trous là. Cette terre-là, là, c'est une terre qui est vraiment gonflée de vers de terre, mais aussi d'autres bestioles. Il n'y a pas que les vers de terre qui font des trous. Ceux-là, ils sont vraiment intéressants parce que certains font des galeries verticales. Et donc, vraiment, on augmente la porosité des sols. Donc ça va permettre de réduire d'augmenter la porosité, donc de réduire les ruissellements, etc. Un autre exemple de pratiques agricoles qui sont très intéressantes pour l'adaptation au changement climatique, lutte contre les inondations, lutte contre les ruissellements, lutte contre les canicules, etc. Donc, c'est l'agroforesterie. L'agroforesterie, c'est le fait de cultiver des arbres en même temps que le reste des cultures. Donc, ça peut prendre cette forme-là. Oui, vous voyez, par exemple, vous avez des bosquets, vous avez des haies, vous avez de la végétation qui est rivulaire, donc des forêts riveraines, encore des haies, des sols couverts. Donc là, vous avez vraiment plusieurs strates d'arbres qui vont permettre, pareil, de favoriser la biodiversité et puis de lutter contre le changement climatique. Alors, je donne l'exemple. Hop, ah non, il est parti. Voilà. L'intérêt de ces haies et de l'agroforesterie ou des arbres en général, bon, la biodiversité, vous voyez, 80 types d'oiseaux, 35 espèces de mammifères, 100 espèces d'insectes, je ne fais pas, je vous laisserai le diaporama, vous regarderez. Évidemment, on stocke du carbone. Par exemple, ça c'est la biomasse. Mais on stocke du carbone, donc 140 tonnes de CO2 pour 1 km de haies adultes. Ça réduit l'eau, ça réduit les polluants, parce qu'en fait, quand vous mettez des produits chimiques, des engrais, des pesticides, etc., en fait, ils vont ruisseler avec les eaux, mais ils vont être interceptés par les haies. Et donc, ils n'iront pas dans les cours d'eau ou ailleurs. Ça a un effet intéressant pour le paysage, évidemment. Et puis, ça a un effet aussi sur la fertilité du sol. L'agroforesterie, hyper important. Les haies, hyper intéressant. Sauf que les haies, vous voyez, il y en a 70% qui ont disparu depuis les années 50.
1,4 million de kilomètres, sous l'effet du remembrement, la mécanisation, en fait, de passer avec des grosses machines dans des endroits où il y a beaucoup de haies, c'est pas pratique. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est on arrache les haies. Et donc aujourd'hui, donc là, c'est un truc qui est un document qui est sorti cette année, qui est un peu triste, puisque aujourd'hui, on plante 3000 km de haies par an, et on en détruit aujourd'hui 23 571 km tous les ans. Et ça a augmenté parce que vous voyez qu'entre 2006 et 2014, on était à 10 400. Donc là, on augmente, on a l'impression que, ben non, on n'a pas parlé des haies et tout ça. Eh ben non, en fait, on continue d'arracher des haies, on les arrache vraiment fort. Et les endroits où on a la densité de linéaire, donc c'est tous les paysages bocagers, donc tous ces secteurs-là. Évidemment, nous, on est dans le bassin parisien ici. Dans le bassin parisien, les cultures majoritaires, c'est la céréaliculture, donc les cultures de céréales. Les grandes cultures, disons, aussi le colza, les pommes de terre, etc. Donc nous, on a les grandes cultures dans notre secteur, donc forcément toutes les haies. Alors, bon, pour être honnête, ça a toujours été un paysage d'open field ici. Mais il y a quand même des haies qui ont été arrachées. Par contre, ici, on arrache énormément de haies encore à l'heure actuelle. Alors, pour la biodiversité, arracher des haies, c'est pas terrible parce que lorsqu'il y a des éléments du paysage, comme ce que je vous ai montré tout à l'heure, les bandes enherbées, les arbres morts, des tas de bois, des mares, ou des petits bosquets, vous allez avoir beaucoup de biodiversité. Et donc, vous avez notamment, pour l'agriculteur, des prédateurs de ravageurs dont j'ai parlé tout à l'heure, donc, dont l'activité est accrue dans 80% des cas par la présence d'habitats herbacés, comme ici, là. 71% des cas par la présence d'habitats boisés, comme par exemple là, et 70% des cas par le fait d'avoir une hétérogénéité spatiale, d'avoir ici un petit peu d'herbe, ici un petit peu d'arbre, etc. Et donc, vous voyez ce qui se passe, quand vous avez un paysage comme ça, et vous commencez à l'améliorer pour que ce soit plus pratique pour l'agriculture, pour la mécanisation, etc., et bien vous perdez toutes les espèces qui sont occupées par ces paysages. De nouveau, vous gardez quelques espèces qui sont ubiquistes, c'est-à-dire qui sont capables de s'adapter un peu partout. Alors, en ville, on peut aussi réduire la gestion des espaces verts, hein. Donc, j'ai parlé d'aménagement tout à l'heure. Il faut faire une différence entre l'aménagement, on crée un habitat, et la gestion. Donc là, par exemple, l'aménagement, c'est vous achetez votre jardin et vous faites votre aménagement. Et puis ensuite, au fil des années, vous allez l'entretenir, votre jardin. Donc, vous allez faire une gestion. Donc, la gestion des espaces verts, on peut aussi réduire cette gestion des espaces verts. Et notamment, là, vous voyez l'exemple d'un parc urbain où avant, ils tondaient tout. Et puis maintenant, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils font des allées comme ça à l'intérieur de. Et puis, ils laissent ici ce qu'on appelle en fauche tardive. Donc, ils vont faucher en fin d'été. En fin d'été, pourquoi? Parce que durant l'été, les fleurs, elles vont fleurir, fructifier, faire des fruits, se ressemer. Et puis, il va y avoir des espèces qui vont butiner ces fleurs, qui vont manger les fruits, qui vont grignoter les graines, etc. Donc, vous allez accompagner comme ça toute une biodiversité. Donc, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on fait ce type de pratique, donc des carrés, des trucs géométriques, parce qu'en fait, si vous ne le faites pas de manière géométrique, vous avez toute la population qui tombe dessus en disant « Ouais, c'est nos impôts, qu'est-ce qui se passe les jardiniers, c'est des feignants, etc. » Vraiment, enfin, ils ont vraiment ça. Donc là, le fait de faire des choses géométriques, c'est de dire « Si, on le fait, mais on le fait exprès. » Et regardez, on communique, c'est une zone refuge, donc on le fait pour la biodiversité. Et là, ça passe. Les gens disent « Ah oui, si c'est fait exprès, c'est pour la nature, ok. » Donc ça, c'est vraiment intéressant de faire cette gestion différenciée. Et donc, vous voyez, par exemple, le long des murs, on peut imaginer ici de tondre, et puis de laisser quand même pousser des petites choses le long des murs. Et ça va contribuer à la trame verte et bleue. Vous voyez, on peut le faire le long des terrains de sport, dans les cimetières, etc. J'ai parlé tout à l'heure de trame noire. Voilà, en gros, à quoi ça ressemble. Donc là, il y a pas mal de communes qui ont mis en place une trame noire. Donc ils identifient l'ensemble de leurs réverbères, et puis ils regardent les quartiers où ils peuvent éteindre,
Alors ça peut être des grosses villes, hein, là c'est Rennes, ou des petites villes, comme dans le PNR du Gâtinais dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est des petites villes. Alors là, ils éteignent tout. Et puis, des choses qu'on peut faire chez soi, dans son jardin. Donc là, par exemple, c'est un jardin tout en long. Donc ici, là où vous êtes, il y a la table de pique-nique, le barbecue, etc. Et puis dans le fond du jardin, ça donne ça. Et là, vous avez tout un tas d'espèces. Vraiment, enfin, il y a une grosse diversité d'espèces sur ce jardin. Ça, c'est une haie. Alors, on a la haie Thuya, et puis il y a ce type de haie où vous avez de l'érable champêtre, du cornouiller, encore du cornouiller, de l'érable sycomore, du noisetier, du charme, de la ronce, encore de l'érable sycomore, du frêne, ici du frêne. Donc vous avez je ne sais pas combien d'espèces, en quelques là, je vous en ai cité 3, 4, 5, 6, j'en sais rien. Et donc voilà, une haie diversifiée qui va accueillir les espèces qui sont spécialistes du cornouiller, les espèces qui sont spécialistes du frêne, celles qui sont spécialistes du noisetier, et tout ça, vous allez favoriser la biodiversité. Autre chose, les hôtels à insectes, par exemple. Là, par exemple, c'est des bûches qui sont percées, et puis dedans, parfois, vous avez des petites espèces, des abeilles solitaires notamment. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais si vous avez des maisons, il y a des trous d'aération dans les fenêtres, et des fois, vous retrouvez de la terre dedans. Ça, c'est une petite abeille qui s'appelle l'osmicornu, qui en fait utilise ces petits tunnels là comme des pailles. Donc elle pond un œuf, elle met un petit peu de pollen pour ses larves, hop, elle fait une cloison, elle prend un œuf, elle met un peu de pollen, etc. Donc ça fait un tube comme ça. Et en fait, c'est une abeille solitaire, elle ne fait pas de ruche. Mais voilà, donc elle utilise. Donc ça, on peut mimer. Alors dans les habitats naturels, c'est des arbres morts, c'est dans le sable. Des choses comme ça. Et puis là, vous avez, je ne sais pas si vous la voyez, mais ça, c'est une guêpe. C'est une guêpe qui a paralysé une sauterelle. Donc là, pour le coup, elle va la mettre aussi dans un trou. Là. Vous voyez, là, il y a des trous qui sont bouchés. Elle va la mettre dans un trou, là aussi, il y a des trous bouchés. Et elle va pondre dans la sauterelle qui est paralysée. Et puis, comme tout à l'heure, hein, comme j'ai expliqué, ces larves, elles vont se développer. Voilà. Bon, les zones humides, dans les jardins. Et puis, voilà, ça, je le mets en dernier parce qu'en fait, c'est la légende du colibri de Pierre Rabhi. Donc, vous connaissez la légende du colibri? OK. En fait, il raconte souvent enfin, il racontait parce qu'il est décédé, mais il racontait l'histoire du colibri. Donc, dans la savane, il y a un grand incendie. Et en fait, il y a tous les animaux qui regardent le feu dévorer la savane. Et puis, il y a le colibri, lui, il va prendre une petite goutte d'eau, là, comme ça, et il va l'acheter sur le feu. Il revient, il va l'acheter sur le feu. Et ça agace tout le monde, quoi. Et il y a les autres qui disent, colibri, mais qu'est-ce que tu crois que tu fais, quoi? Et le colibri, il fait, je fais ma part. Et en fait, chacun